Sommes-nous à l'aube d'un krach boursier qui pourrait provoquer une crise économique mondiale? Si tel est le cas, pouvons-nous perdre tout l'argent que nous possédons à la banque? Comment lutter contre l'inflation galopante? Pouvons-nous éviter une pénurie d'énergie? L'actualité est brûlante, l'équilibre économique extrêmement fragile et l'avenir incertain. Alors sur Blast, nous essayons de répondre à toutes ces questions en clarifiant les enjeux et en donnant la parole à des économistes qui proposent des analyses et des théories différentes. L'objectif, c'est qu'à la fin, vous puissiez vous faire votre propre avis en ayant le plus de connaissances possible sur le sujet. Aujourd'hui, pour faire le point sur les tensions actuelles, j'accueille un économiste que vous avez beaucoup sollicité dans les commentaires. Nous l'avions reçu il y a presque 2 ans au lancement de notre média et à l'époque, son franc-parler et son éloquence avaient suscité un réel engouement. 2 ans après, il revient pour nous proposer son analyse et nous parler de son nouveau livre. Petit détail que je me sens obligée de préciser, les introductions des entretiens sont souvent tournées après coup. Seulement entre-temps, j'ai mangé et j'ai taché la robe bleue que je portais lors de l'interview. Oui, voilà, erreur de débutante. Donc voilà, ne prêtez pas attention à ce soudain changement de tenue. C'est parti. Gaël Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et prêtre jésuite. Vous avez été économiste en chef de l'Agence française de développement. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez été professeur à l'École nationale des ponts et chaussées. Vous êtes spécialiste des interactions entre économie et écologie. Et aujourd'hui, vous vivez aux États-Unis. Vous êtes directeur de programme à la prestigieuse université de Georgetown. Et vous venez de publier ce livre, Composer un monde en commun, une théologie politique de l'Anthropocène, aux éditions du Seuil. Alors, avant de parler de votre livre et de la thèse que vous y défendez, j'aimerais qu'on parle un peu de la situation économique actuelle, parce qu'on vous avait reçu déjà à Blast, au tout début de Blast. C'était la première vidéo, il y a 2 ans quasiment. Et dans cette vidéo qui a fait 1 million de vues, très beau score, à ce moment-là, vous défendiez, entre guillemets, l'inflation. Et vous mettiez en garde contre la déflation. Aujourd'hui, on est en plein dans l'inflation, elle est entre 5 et 6% aujourd'hui. Quelle est votre analyse de la situation? Est-ce que vous pensez quand même que là, elle est trop haute et qu'il faut la réduire? Ah oui, elle est manifestement trop haute, surtout qu'on ne permet pas aux salaires de suivre. Donc l'accord qui a été signé cette nuit par un certain nombre de syndicats avec Total ne revalorise les salaires que de 5%, alors que l'inflation est au moins de 6%. Et en fait, pour les salaires bas, disons, elle est beaucoup plus que de 6%, puisqu'il y a un certain nombre de budgets imposés, de dépenses budgétaires imposées pour les bas revenus qui ont augmenté beaucoup plus que de 6%. Donc aujourd'hui, elle est très problématique, cette inflation, pour tout le monde, et en particulier pour les bas revenus. Parce que les salaires ne suivent pas. Parce que les salaires ne suivent pas. Si les salaires suivent, il n'y a aucun problème avec l'inflation. L'inflation est un moyen de redistribuer en réalité la richesse des riches vers les pauvres, puisqu'elle rogne ce qu'on appelle les revenus fixes, les fixed income en anglais, c'est-à-dire par exemple les revenus des obligations, des emprunts, qui typiquement sont des emprunts accordés par les riches à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les plus pauvres. Et donc là, la grande question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les salaires suivent l'inflation? Il n'y a aucune difficulté majeure à ce que les salaires suivent l'inflation, sauf que, en réalité, ça fait 30 ans qu'on est dans une espèce de pression salariale à la baisse et de dépression salariale en vérité, qui fait que la négociation est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Dans un contexte également où le marché du travail, en vérité, est beaucoup plus tendu qu'il ne l'était il y a 30 ans et beaucoup plus tendu également qu'il ne l'est officiellement. C'est-à-dire dans les statistiques officielles, on est à quelque chose comme 10% de chômage en France aujourd'hui. Mais ces statistiques-là considèrent que si vous prenez 2 types d'économies, une économie, disons A, une économie B, et supposez que nous soyons tous les deux dans cette économie. Dans l'économie A, vous travaillez à 100% et moi, je ne travaille pas du tout. Dans l'économie B, nous travaillons tous les deux à 50%. Avec les statistiques officielles du chômage, dans l'économie B, il n'y a pas de chômage du tout. Alors que dans l'économie A, il y a 50% de chômage. Alors qu'en réalité, vous voyez bien que ces 2 économies sont à peu près équivalentes. Ouais. Ce qu'entretient la fiction de la définition classique du chômage, c'est que si nous sommes tous les deux à temps partiel, c'est parce que nous l'avons choisi. Vous voyez, parce qu'on l'a décidé. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. La plupart des personnes qui sont à temps partiel sont en réalité à temps partiel, puisqu'on n'a pas réussi à trouver de travail à temps plein. Et donc, en réalité, si on regarde le taux de sous-emploi en France en équivalent temps plein, donc avec la bonne définition, alors on est à 30% en France. Et on est à 25%, entre 20 et 25% en Allemagne, 30% aux États-Unis. Donc pour vous, c'est ça le problème, c'est que les salaires sont trop bas et également, il n'y a pas assez d'emplois à tout plein. Voilà, dans un contexte où il y a un chômage massif,
déguisé mais massif. C'est très très difficile de négocier une augmentation salariale parce qu'on vous répond immédiatement, mais si vous n'êtes pas content, la porte est grande ouverte, il y a beaucoup de gens qui attendent pour prendre votre place. Donc c'est ça la difficulté de l'inflation aujourd'hui. Alors quand on avait discuté de la déflation, alors je ne sais pas si je l'ai dit dans l'entretien pour Blast, mais je l'ai dit plusieurs fois parce qu'on m'avait interrogé, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle il pourrait y avoir de l'inflation, c'est l'énergie. L'énergie et les matières premières. Et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire l'inflation aujourd'hui n'est pas un phénomène monétaire, contrairement à ce que semblent penser un certain nombre de décisionnaires, disons, dans les grandes banques centrales, la Banque centrale européenne, la Fed aux États-Unis, qui se croient tenus aujourd'hui d'augmenter les taux. Oui. Voilà. Dont on a déjà parlé dans un entretien à Blast, auquel je renvoie pour les gens qui veulent comprendre ce que sont les taux directeurs. Donc, voilà, allez voir ça. Et en fait, derrière ça, il y a une erreur d'analyse massive, à mon avis, majeure, qui est que l'inflation aujourd'hui n'est pas un problème monétaire. Elle n'est pas due à un excès de monnaie en circulation. Et en particulier, elle n'est pas due, disons, aux quelques milliards qui ont été distribués par l'administration Biden aux ménages modestes aux États-Unis pendant la pandémie. Parce que, en fait, c'est pas ça. En fait, l'inflation a commencé avant la fin de la pandémie. Et n'est pas dû, si vous voulez, à un rattrapage de la consommation par ces ménages modestes, pleins d'argent, comme le veut un certain récit aux États-Unis, qui aujourd'hui veulent dépenser et ne peuvent pas le faire parce que, par exemple, il y a des goulets d'étranglement à cause des derniers effets, disons, de la pandémie sur les chaînes de valeur internationales qui font qu'il y a un certain nombre de ressources, de produits qu'on n'arrive pas à importer aux États-Unis. Mais si je vous suis, la solution, c'est quand même de s'attaquer du coup au problème de l'énergie en priorité pour résoudre l'inflation. Tout à fait. Donc il y a une solution immédiate, en fait, qui est celle à laquelle est en train de commencer à se convertir la Commission européenne, qui est de contrôler les prix. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, en France, dans le contexte qui est le nôtre, le contrôle des prix, ça fait soviétique. Mais en réalité, Raymond Barre avait mis en place un contrôle des prix. Et Raymond Barre n'était pas tout à fait un communiste soviétique. Et puis, par ailleurs, les prix sont contrôlés dans les dom-toms depuis des années. Donc, le contrôle des prix n'est absolument pas quelque chose d'extravagant. L'administration Roosevelt avait pratiqué un contrôle des prix pendant la guerre pour empêcher les prix d'exploser. Et qu'est-ce que ça veut dire, le contrôle des prix? Ça veut dire essentiellement que vous dépêchez un certain nombre de fonctionnaires, vous pourrez au passage embaucher, par exemple, ça ferait du travail en plus, qui sont chargés de vérifier que les marges que l'on prend le long de la chaîne de production d'un produit ne sont pas, disons, excessives. Vous avez Leclerc en France qui a protesté il y a quelques mois en disant « mais cette inflation est en partie artificielle parce qu'elle est en partie tirée par un certain nombre d'intermédiaires qui se prennent des marges complètement extravagantes et qui profitent de la confusion induite par l'inflation pour s'attribuer à eux-mêmes des marges incroyables. » Donc en fait, pour éviter que les entreprises, pour certaines soient étrêles, parce qu'il y en a qui sont obligés techniquement d'augmenter leur prix, il faudrait mettre entre guillemets des experts sur le territoire qui voient s'il y a des intermédiaires ou des entreprises qui vraiment prennent des marges qui sont indécentes. C'est ça qu'il faudrait faire. On est tout à fait capable de faire ça. Et il y en a qui vous diront que c'est infaisable parce que c'est trop grand, parce qu'il y a des centaines de milliers d'entreprises. Non, c'est pas du tout infaisable. On l'avait fait aux États-Unis avec beaucoup moins de moyens en 1940. On est tout à fait capable de le faire aujourd'hui avec les moyens numériques dont on dispose. La Commission européenne est en train de réfléchir à une option beaucoup plus drastique, qui est de mettre un plafond, de plafonner carrément, complètement le prix de l'électricité, quels que soient les coûts de production. Donc ça, c'est une solution, pour le coup, beaucoup plus dure. Ce que je préconise, moi, c'est qu'on fasse attention à la distribution des prix, et on est tout à fait capable aujourd'hui de surveiller si la marge d'un intermédiaire est de 20%, ce qui est raisonnable, ou si elle est de 50%, ce qui ne l'est plus. Donc ça permettrait de limiter énormément l'emballement de l'inflation. Et puis évidemment, l'autre point de l'autre côté, c'est réduire notre dépendance aux énergies fossiles. C'est une évidence. Oui, ce que vous prenez depuis des années. Depuis très longtemps. Si on avait fait la transition énergétique en France, on ne dépendrait pas de l'énergie fossile russe aujourd'hui, et on serait à la fois dans une situation économique et géopolitique beaucoup plus favorable. La raison pour laquelle on est dans un piège aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas fait cette transition, qu'on dépend énormément à la fois du gaz et du pétrole russe, qu'on a très mauvaise conscience d'acheter ces énergies fossiles aux Russes parce qu'on sait que cet argent sert en fait à alimenter la guerre en Ukraine et que donc le sang des Ukrainiens, c'est le prix à payer de notre confort à nous et que dans le même temps, pour l'instant, on se paye une inflation qui est extrêmement douloureuse pour les ménages modestes. Voilà. Et donc ça, à mon avis, ça devrait être pour nous une occasion inespérée, si je puis dire, d'accélérer la transition énergétique vers les énergies renouvelables, plutôt que d'essayer, par exemple, le bouclier en fait tarifaire mis en place par le gouvernement. En réalité, c'est une espèce d'anesthésie qui permet de ne pas avoir mal, mais qui ne résout absolument rien. Et ce bouclier, qui plus est, va augmenter la dette publique, servira ensuite de prétexte à ne pas financer un certain nombre de services publics en disant il n'y a plus d'argent. Comme il n'y a pas d'argent magique dans la République, on va fermer des hôpitaux, continuer de retirer des lits alors que le Covid est en train de remonter, etc. Mais après, le bouclier tarifaire, là,
très concrètement, immédiatement, il empêche des ménages de sombrer dans la pauvreté. Il y en a qui pourront vous dire, heureusement quand même qu'il y a ce bouclier tarifaire, parce que c'est une mesure d'urgence. Tout à fait. Simplement, ça ne suffit pas du tout. Et si c'est l'unique politique du gouvernement actuel contre la crise énergétique qui est la nôtre et la crise inflationniste qui est la nôtre, ça ne suffit pas du tout. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. Donc là, pour vous, par exemple, dans le projet de loi de finances qui a été présenté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, on n'a pas pris en compte cette nécessité de transformation énergétique? Ah non, pas du tout. On devrait au contraire accélérer la transition. Et donc, avec l'Institut Rousseau, on a publié en mars dernier un rapport qui s'appelle 2% pour 2 degrés, qui décrit les conditions de transition énergétique pour la France d'aujourd'hui à 2050 pour parvenir à une situation, disons, de neutralité carbone nette dans l'économie française. Oui, vous préconisez notamment de mettre 20 milliards, il me semble, dans la rénovation des bâtiments. Absolument. Rénovation thermique. Donc il y a 20 milliards dans la rénovation des bâtiments, publics et privés, qui était le sujet sur lequel j'étais allé voir Emmanuel Macron en 2014, quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et il m'avait dit à l'époque qu'il était entièrement d'accord, qu'il fallait le faire, qu'il faudrait aller plus vite que ce que je proposais, et que j'étais resté au milieu du gué alors que lui était déjà sur l'autre rive. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. La rénovation thermique des bâtiments, ça coûte quelques dizaines de milliards. Ça coûte beaucoup moins cher que les réductions d'impôts décidées par le gouvernement. Et ça permettrait de créer énormément d'emplois. Plusieurs centaines de milliers d'emplois au niveau français. D'emplois non délocalisables, parce que ce ne sont pas les ouvriers chinois qui vont faire la rénovation thermique des bâtiments en France. Et d'emplois qui ont du sens. Ce ne sont pas des bullshit jobs. On précise quand même que dans le dernier projet de loi de finances, il y a une augmentation du budget alloué à la rénovation thermique des bâtiments. Il me semble qu'elle est de 500 millions d'euros. Pour vous, c'est pas assez? Pas du tout assez, non. On est très très loin du compte. On n'est pas du tout sur la ligne, sur la trajectoire qui nous permettra de tenir nos propres engagements, à savoir à la fois les engagements pris pendant la COP21 et les engagements de neutralité carbone en 2050. Donc là, pour vous, finalement, ce bouclier tarifaire, on essaie de sauver les meubles un petit peu dans la rapidité, mais on met rien en place pour le long terme. Oui, exactement. En tout cas, c'est pas du tout suffisant. Et si on ne se contente que du bouclier tarifaire, on aura mis, disons, un sparadrap sur une plaie qui va devenir béante dans les mois et les années qui viennent. Parce que également, si on a compris que le problème de l'inflation n'est pas un problème monétaire, mais c'est bien un problème lié à des goulets d'étranglement d'approvisionnement en énergie et dans un certain nombre de matières premières, ça ne va pas disparaître demain matin, malheureusement. Donc on est parti pour avoir une inflation qui va durer longtemps? C'est possible. C'est possible aussi que si l'inflation est trop forte, on ait des dépressions très fortes. Et dans ce cas-là, la demande va s'effondrer. Et dans ce cas-là, les prix vont baisser de nouveau. Mais dès que la demande va reprendre, les prix vont remonter. Donc c'est possible. Vous dites une dépression, c'est quoi? C'est une récession? Une récession économique, oui. Donc en fait, il y a 2 grands scénarios possibles. Soit on continue d'avoir de l'inflation stable ou d'ailleurs croissante dans les années qui viennent, soit on peut avoir des montagnes russes, une flambée d'inflation, une récession, une remontée de l'inflation, etc. Quelles sont les conséquences sociales de ces 2 scénarios? Les conséquences sociales des 2 scénarios sont catastrophiques. Dans les 2 cas, les ménages modestes paient le prix fort, et si on ne fait toujours rien, par ailleurs, on continue de dépendre des énergies fossiles, et on continue d'avoir des catastrophes climatiques au niveau de la planète, et en particulier en France. Donc pour vous, ce que vous nous dites là, pour les Français majoritairement qui nous regardent, c'est que quoi qu'il arrive, finalement, dans les 2 scénarios, les ménages modestes vont, entre guillemets, trinquer dans les années qui arrivent? Si on ne fait rien, oui. Maintenant, il y aurait moyen de les aider, il y aurait moyen, au contraire, d'accélérer la transformation de l'économie française pour tout le monde, pour les ménages modestes et puis pour les ménages moins modestes. Ça, c'est tout à fait faisable. Et c'est ce qu'on a proposé dans le rapport de l'Institut Rousseau. Ça coûte pas si cher, ça coûte 2% du PIB français, tous les ans, jusqu'en 2050. C'est techniquement parfaitement faisable. On n'a pas besoin de la grande unification entre la relativité générale et la mécanique quantique. Et en fait, il y a une très grande... Moi, mon expérience, c'est qu'il y a un très grand désir de la part de la société civile. La plupart des Françaises et des Français ont compris que c'est ça l'avenir. Qu'en fait, une transition écologique, c'est une société plus respectueuse de l'humanité, des relations sociales entre nous, de la nature, et qu'en fait, c'est beaucoup plus désirable que la société vers laquelle on s'embarque, qui est extrêmement désagréable pour tout le monde. Pourtant, la plupart des gens n'ont pas voté pour des partis à la dernière élection présidentielle et aux élections législatives pour des partis qui mettaient en avant un programme écologique. C'est vrai. Alors, est-ce que le débat démocratique a été suffisamment bien organisé pour que tout le monde ait vraiment la possibilité de s'exprimer et que les conséquences réelles de la non-action écologique soient comprises par tout le monde? J'en suis pas certain. Je suis pas certain qu'on ait une qualité de débat très très élevée. Moi, l'an dernier, j'avais fait des propositions pendant l'été 2021 que j'ai mis sur la table à l'occasion de la primaire populaire, qui n'ont été reprises et débattues par personne, sinon par Jean-Luc Mélenchon.
Et donc, ça dit quelque chose aussi de l'atonie du débat démocratique. On y reviendra un petit peu plus tard dans cet entretien. J'aimerais rester sur la question économique parce que c'est évidemment le thème de cette rubrique à Blast. Et il y a quelque chose qui nous taraude en ce moment, c'est la question de la crise économique. Il y a de plus en plus d'économistes qui disent « attention ». On va avoir alors peut-être un krach boursier, peut-être une crise financière, peut-être une crise économique. On a reçu l'économiste Jézabel Couppé-Soubeyran ici sur le plateau de Blast, qui est venu nous dire que avec la politique menée par la Banque centrale européenne actuellement, on risquait une récession, voire une crise financière, ce qui ferait un combo terrible qui pourrait avoir pour conséquence une crise économique, voire une crise européenne, voire mondiale. Oui. Vous adhérez à cette vision des choses ? Oui, malheureusement, j'ai fait un papier aussi là-dessus pour dire que la politique de hausse des taux des banques centrales est extrêmement dangereuse. En fait, les banques centrales, qu'il s'agisse de la BCE ou de la Fed, pensent que nous sommes dans une réédition de la crise inflationniste de la fin des années 70, début des années 80. Et à l'époque, déjà, c'était une erreur du diagnostic majeure, puisque l'inflation occidentale, à cette époque-là, était essentiellement due aux deux chocs pétroliers de 73-79. Mais déjà à l'époque, beaucoup d'économistes n'ont pas compris que l'énergie, ça compte beaucoup dans notre économie. Ils n'avaient pas encore lu Jean-Marc Jancovici. Ils n'avaient pas compris que l'inflation était essentiellement due au choc énergétique. Donc, ils ont fait une analyse, à mon avis, complètement erronée, du phénomène inflationniste comme étant un phénomène monétaire, c'est-à-dire il y a trop d'argent qui circule, et quand il y a trop d'argent, mais le prix de toute chose augmente. Après, est-ce que ça peut pas être les deux ? Est-ce que c'est pas un mix, entre guillemets, de ces deux Non, causes ? parce qu'il faudrait expliquer pourquoi il y a trop d'argent. Si vous voulez, je prends un exemple très très simple pour qu'on comprenne. Supposez qu'à ma gauche, ici, j'ai une montagne de billets, c'est la masse de monnaie en circulation. Alors la monnaie aujourd'hui, majoritairement, n'est plus constituée de billets. C'est moins de 3% de la masse monétaire. C'est essentiellement des transactions numériques. Mais juste pour faire image, imaginons qu'ici, j'ai une masse de billets. Et puis imaginons qu'ici, j'ai, un gâteau qui est le gâteau France, l'économie réelle France, la valeur créée en France. Bon. Le niveau général des prix, en fait, c'est le rapport entre ces deux quantités. Puisque cette monnaie-là sert à acheter ça. Voilà. Maintenant, si la masse de monétaire augmente, donc la masse des billets augmente, mais que la taille du gâteau ne bouge pas, alors oui, les prix vont augmenter. Et c'est ce qui se passe depuis des années avec les milliers de milliards créés par les banques centrales à destination des banques. Mais c'est de l'argent que ni vous ni moi n'avons jamais vu, qui est resté piégé dans ce qu'on appelle le marché interbancaire. C'est le marché auquel ont accès les banques, pas nous. Cet argent a été utilisé par les banques pour spéculer sur les marchés financiers et alimenter une gigantesque bulle spéculative sur les marchés. Oui, ça fait un moment, que vous alertez justement sur l'existence de ces bulles spéculatives. Voilà. Et donc là, il y a eu de l'inflation. De même, il y a eu de l'inflation dans un certain nombre de villages andalous en Espagne avant 2008, où des banques ont financé des projets absolument abracadabrants en Espagne, avec des villages fantômes où personne ne voulait habiter, mais qui étaient des opérations immobilières apparemment juteuses, jusqu'au jour où ça s'est effondré. Et donc là aussi, vous avez eu de l'inflation. De la même manière, vous avez une inflation très forte en Chine, sur la côte Est aujourd'hui, à cause des opérations immobilières complètement abracadabrantes également, construites, mises en place par des agences immobilières sans beaucoup de scrupules, qui ont roulé à peu près tout le monde. On pourrait y revenir si vous voulez. Mais là aussi, il y a de l'inflation. Donc, si vous demandez à votre banquier de créer de la monnaie pour vous, en vous accordant un crédit, ce qui est le boulot d'un banquier, mais qu'avec ce crédit, vous ne créez pas de valeur, vous n'augmentez pas la taille du gâteau France, vous faites de l'inflation. C'est entre guillemets de la mauvaise inflation ? C'est de la mauvaise dette, en fait. C'est de la mauvaise dette, la mauvaise création monétaire. En revanche, si j'emprunte de la monnaie pour faire un investissement vert qui va créer des emplois et qui va orienter la France vers une économie durable, alors ça crée de la valeur, c'est évident. Et donc ce serait de la bonne, entre guillemets, augmentation des prix, la bonne... Non, ça fait pas d'inflation. Si votre gâteau augmente à la même taille que votre masse monétaire, vous pouvez pas avoir d'inflation. D'accord. Donc la création monétaire n'est pas ipso facto inflationniste. Ce qui est le truc que beaucoup d'économistes monétaristes n'ont pas compris. Si c'était vrai, il faudrait fermer les banques demain matin, puisque les banques créent de la monnaie tous les jours. C'est le travail d'une banque. Lorsque vous allez voir votre banquier et que vous demandez à votre banquier un emprunt pour acheter un appartement, admettons, en fait, l'argent que vous prête ce banquier, il l'a créé ex nihilo, à partir de rien. Et c'est son travail de banquier, c'est pas de la magie. Voilà. Et il le fait dans des conditions qui sont très réglementées, sur lesquelles on pourra revenir, etc. Il y a des réserves obligatoires pour qu'il puisse le faire, il y a un coût en capital, etc. Mais en tout cas, il crée de la monnaie. Donc, il augmente la quantité de monnaie en circulation. Il injecte de la nouvelle monnaie. Et puis vous, quand vous remboursez votre emprunt, vous réduisez la quantité de monnaie en circulation, puisque vous faites rentrer de nouveau de l'argent qui était en train de circuler dans l'économie, dans le bilan de la banque.
Et donc le secteur bancaire, en fait, il fonctionne comme le cœur humain. Il injecte du sang. Donc ça, c'est le crédit monétaire, le crédit bancaire. Et puis, il rapatrie du sang. Ça, c'est lorsque vous remboursez vos dettes. Et puis, il y a un peu de sang qui circule de toutes les manières. C'est les dettes qui ne sont pas remboursées. Par exemple, Crédit Suisse, si Crédit Suisse fait faillite, Crédit Suisse aura beaucoup de dettes qui ne sont pas remboursées. Donc ça, c'est la monnaie qui continue de tourner tout seul et qui ne réintègre jamais le bercail du bilan des banques. Alors, une fois qu'on a compris ça, donc les monétaristes pensent que toute création monétaire est toujours inflationniste, ce qui est une erreur. Elle est inflationniste si... Elle n'est pas suivie de la création de valeur. Exactement. Alors maintenant, la question, c'est, aujourd'hui, est-ce que l'inflation qu'on observe est liée à un excès de monnaie en circulation qui n'est pas associée à la création de valeur, ou est-ce que c'est lié à autre chose? Alors, sur les marchés financiers, de mon point de vue, c'est très, très clairement lié à un excès de création monétaire qui n'est pas lié à la création de valeur. Parce que la spéculation boursière n'a jamais créé de valeur économique. La valeur économique, c'est nous qui la créons dans notre travail, dans les entreprises. Et les marchés financiers sont supposés refléter cet accroissement de valeur économique à travers la distribution de la valeur, par exemple, des actifs financiers. Et quel est le rôle de l'énergie là-dedans, alors? Alors, le rôle de l'énergie sur les marchés financiers, alors, il n'est pas différent de n'importe quel, on appelle ça des commodities en anglais, n'importe quelle commodity sur lesquelles les marchés financiers vont pouvoir spéculer. Vous savez, par exemple, que les marchés d'actions dérivées, des actifs dérivés sur le pétrole, pèsent 30 fois plus lourd que le marché du pétrole lui-même. Donc, le prix du pétrole, par exemple, aujourd'hui, n'est plus dicté majoritairement par l'offre et la demande de pétrole, mais par les transactions de capitaux sur les actifs dérivés sur le pétrole, qui sont des transactions qui s'effectuent au sein d'une vingtaine de grosses banques sur la planète, distribuées entre Wall Street, Londres, Singapour, etc. Voilà. C'est là que ça s'opère. Alors, dans notre économie à nous, qui est l'économie réelle, l'énergie a un rôle universel. On ne pourrait rien faire sans énergie. Cette émission, on ne pourrait pas la tourner s'il n'y avait pas d'énergie. Et si vous y réfléchissez 3 minutes, nous utilisons l'énergie en permanence. Si l'énergie devient rare, pour quelque raison que ce soit, et là aujourd'hui elle est en partie rare pour des tas de raisons, qui sont entre autres liées à la guerre en Ukraine, par exemple la destruction du Nord Stream 1 maintenant, mais aussi la raréfaction en fait des exportations russes depuis plusieurs mois. Elles sont aussi liées par exemple au fait que nous nous approchons doucement mais sûrement du pic d'extraction du pétrole, toutes techniques confondues. C'est ça la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un goulet d'étranglement sur l'approvisionnement en énergie, et comme l'énergie est partout, tout devient cher. Mais donc, quel est le rôle de ces marchés spéculatifs que vous avez évoqués et de l'énergie dans l'inflation aujourd'hui qu'on rencontre? Alors, manifestement, les marchés financiers aujourd'hui continuent de parier à la hausse du prix de l'énergie, ce qui n'aide pas le prix de l'énergie à baisser. Mais il faut, contrairement à ce qui s'est passé en 2008, l'augmentation du prix de l'énergie aujourd'hui n'est pas uniquement spéculative, malheureusement, parce que sinon ce serait relativement simple à régler. Il y a une vraie, il y a une vraie raréfaction en quantité de l'approvisionnement en pétrole. Et vous avez vu, par exemple, que l'Arabie Saoudite et la Russie ont décidé de ne pas augmenter le volume de pétrole qu'ils vont mettre sur le marché pour continuer de faire augmenter les prix. Ce qui est tout à fait dans l'intérêt de la Russie, puisque avec la destruction de Nord Stream 1 maintenant, elle va diminuer encore plus ses exportations de pétrole et de gaz vers l'Europe. Et donc, la Russie, aujourd'hui, pour survivre, a absolument besoin d'une augmentation continue de l'énergie, de manière que la réduction en volume de ces exportations ne se traduise pas par une réduction de la valeur des exportations, mais soit compensée par l'augmentation du prix. Et alors, vous avez évoqué plutôt les bulles spéculatives qui pourraient potentiellement exploser. Tout à fait. Et donc amener à une crise financière. C'est quelque chose dont vous aviez déjà parlé, encore une fois, en 2021, sur le plateau de Blast. Vous disiez, attention, ça peut arriver prochainement. Là, ça fait quasiment 2 ans, c'est toujours pas arrivé. Oui. Tant mieux. Quelle est votre analyse? Est-ce qu'on est quand même encore aujourd'hui au bord du gouffre, ou est-ce que des leçons ont été tirées de cette problématique-là? Non, je ne crois pas que la moindre leçon ait été tirée. C'est-à-dire qu'on est toujours aujourd'hui dans une situation de surévaluation des actifs financiers. Vous avez toute une série d'actifs qui sont évalués à des prix absolument extravagants, qui n'ont rien à voir avec la réalité de la valeur créée, par exemple, par l'entreprise sous-jacente. Pourquoi? Parce que vous avez des tas d'investisseurs internationaux qui ont réussi, avec la manne monétaire que les banques centrales leur ont accordée, qu'on a appelé le quantitative easing, ont réussi à continuer de parier sur la hausse du prix des actifs. Et malheureusement, c'est un pari qui est autoréalisateur. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je suis un investisseur financier, je peux emprunter des millions auprès d'une banque pour acheter un actif financier, quel que soit cet actif, dans l'espoir que la valeur de cet actif va augmenter. Alors à ce moment-là, je fais augmenter la demande de cet actif. Si la demande de cet actif augmente, le prix de l'actif va augmenter si je ne suis pas tout seul. Et donc demain matin, l'actif vaudra plus cher. Et donc mon pari aura été gagné. Donc si nous sommes plusieurs à faire le même pari, nous allons tous gagner.
Grâce à quoi? Grâce à l'argent qui m'est prêté par les banques, lesquelles me prêtent cet argent grâce à l'argent qui leur est prêté par les banques centrales. Ce qui fait augmenter Ce qui fait augmenter la bulle, voilà. Et la bulle, forcément, un jour va éclater. C'est-à-dire, si vous voulez, le divorce entre le niveau des actifs financiers et le niveau de l'économie réelle est croissant. Il n'y a eu aucune correction à la baisse de cet écart croissant entre la sphère financière et la sphère réelle. Il y aura forcément une correction un jour. Cette correction s'appelle un krach. Alors, quand le krach aura-t-il lieu? Oui, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a un krach? Quand il y a un krach, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, si vous voulez, les investisseurs qui avaient parié à la hausse des actifs doivent rembourser une partie de leur dette auprès des banques. Puisque, en fait, ils ne jouent que sur j'emprunte 1 million, j'investis 1 million dans cet actif, demain, l'actif vaut 2 millions, je récupère 2, je rends 1 à la banque et moi, j'ai gagné 1 million. C'est ça, l'activité spéculative. Sauf qu'à un moment, il faut quand même rembourser le 1 million auprès de la banque. Si, pour une raison ou pour une autre, le prix des actifs cesse d'augmenter, par exemple, les investisseurs commencent à dire « Ah ben finalement, cette crise de l'énergie, c'est très grave, peut-être qu'on ne va pas s'en tirer. » Donc, une partie d'entre eux cesse de parier à la hausse. Alors, le prix de l'actif cesse d'augmenter, exactement comme en 2007 avec les actifs subprime. Moi, je suis un investisseur, je dois rembourser auprès de ma banque. Je vois que le prix de l'actif cesse d'augmenter, c'est très embêtant pour moi parce que j'ai emprunté 1 million à la banque, dans mon petit exemple. Et donc, il faut absolument que je récupère de l'argent pour rembourser la banque. Or, si l'économie réelle, qui pourrait me donner un autre revenu, admettons que je sois le patron par ailleurs d'une entreprise, si l'économie réelle, ou l'actionnaire d'une entreprise, si l'économie réelle, elle ne délivre pas suffisamment, parce qu'il n'y a plus de croissance, par exemple, ou parce que, par exemple, certains types d'entreprises ne font plus de profit, alors je n'ai pas de revenu de l'économie réelle pour rembourser ma banque. Et là, je suis coincé. La seule issue que j'ai à ma disposition pour rembourser la banque, c'est de vendre mes actifs. Si je vends mon actif, à ce moment-là, je donne le signal à d'autres qu'il n'y a plus d'argent et qu'il va falloir vendre les actifs. Si d'autres font de même, le prix des actifs non seulement n'augmente plus, mais il commence à baisser. Si le prix des actifs commence à baisser, ça veut dire que ceux qui ont parié sur la hausse du prix de ces actifs sont en train de perdre leur pari. Et à ce moment-là, ils vont tous se mettre à vendre très très vite pour éviter de perdre de l'argent. Mais si tout le monde est vendeur sur un marché, le prix du marché s'effondre. Ça s'appelle un krach. Donc ce moment de bascule, c'est un peu le... Et qu'est-ce qui se passe après le krach? Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que, encore une fois, moi, je n'ai pas d'action, je suis pas dans la finance, mais je me pose la question de quelles conséquences ça a sur ma vie si les conséquences vont être drastiques. Toute la question est de savoir quelles sont les institutions financières touchées. Bon, Crédit Suisse, par exemple, vous en avez entendu parler, sans doute, est en grande difficulté aujourd'hui. Alors, probablement pas dans une crise de solvabilité immédiate, mais peut-être dans une crise de liquidité dans les mois qui viennent, c'est possible, c'est pas impossible. On devrait avoir un rapport officiel trimestriel de Crédit Suisse à la fin du mois, et on pourra voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, les bruits qui courent sur les marchés aujourd'hui sont extrêmement alarmistes sur Crédit Suisse. Si on a demain matin un krach bancaire, un krach financier, disons, et c'est possible à cause de la remontée des taux, je vais expliquer pourquoi. Mais c'est possible, quelle probabilité? Je sais que vous n'êtes pas voyant, mais... Si quelqu'un peut vous calculer cette probabilité, montrez-le-moi, c'est un imposteur. Non, personne ne peut calculer cette probabilité. C'est une possibilité, quoi. Oui, c'est une possibilité. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura un krach. Quand? Personne n'en sait rien aujourd'hui. Mais c'est quand même probable, vous dites même, c'est même certain que ça va arriver. C'est certain qu'il y aura une correction. Dans les prochaines années, mais on ne sait pas quand. Tout à fait. C'est un peu ce que vous nous dites. Encore une fois, concrètement, ça fait quoi? Alors, concrètement, ça veut dire que, mais c'est ce qui s'est passé en 2008. Concrètement, ça veut dire qu'il peut y avoir des établissements financiers qui font faillite. Ces établissements financiers, s'ils font faillite, peuvent provoquer eux-mêmes à leur tour la faillite de ce qu'on appelle une chambre de compensation, sur laquelle Denis Robert avait travaillé, Clearstream par exemple, ou Euroclear. Bon, ces chambres de compensation, en fait, malheureusement, à cause d'une directive européenne aujourd'hui, sont extrêmement fragiles, parce qu'elles ont été mises en compétition les unes par rapport aux autres. Et donc, ces chambres de compensation ont des marges extrêmement faibles pour compenser la faillite d'une des institutions financières qui ferait appel à leurs services. Si une chambre de compensation fait faillite, il y a plein d'autres institutions qui vont être en très très grande difficulté. Donc, si on a un grand krach financier aujourd'hui, on a une réédition de ce qui s'est passé en 2008, probablement en pire, parce que on n'a pas fait grand-chose pour se protéger. Donc, en Europe, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le European Banking Union, l'Union bancaire européenne, sur laquelle j'ai fait un rapport en 2015 pour le Parlement européen, qui montrait que l'Union bancaire européenne ne suffit pas du tout à nous protéger contre une réédition d'un krach de type 2008. L'Union bancaire européenne, c'est un fonds européen de 50 milliards qui est alimenté par les banques et qui atteindra sa maturité en 2023, donc l'année prochaine. Donc en 2023, normalement, ce fonds devrait avoir les 50 milliards nécessaires. Qu'est-ce qu'il doit faire avec ces 50 milliards? Si une banque fait faillite demain matin, il doit piocher dans ces 50 milliards pour sauver la banque.
Voilà. La difficulté, c'est que 50 milliards, ça ne suffit pas du tout. Vous voyez, si Deutsche Bank, demain matin, fait faillite, c'est beaucoup plus que 50 milliards qu'il faudra. Une question qu'on peut se poser, parce c'est une question, encore une fois, une thématique qui nous intéresse beaucoup à Blast. J'ai invité plusieurs économistes qui avaient des théories différentes. J'avais reçu Danny Lang, qui est économiste, et qui, lui, me disait que s'il y avait une crise financière, tous les gens qui avaient 100 000 euros à la banque, c'était garanti par l'État. Et qu'on ne pouvait pas perdre ces 100 000 euros, ou en tout cas, c'était très peu probable, même si les banques s'effondrent, entre guillemets. D'accord. Vous, qu'est-ce que vous Alors, pensez j'ai dit que Danny Lang a raison, parce que c'est ce qui est écrit dans la loi. Maintenant, la réalité, c'est est-ce que ça va vraiment advenir ? Je peux vous dire qu'actuellement, il y a des articles de presse qui sortent en Suisse sur si Crédit Suisse faisait faillite, est-ce que vraiment la Suisse pourrait garantir les 100 000 francs suisses, c'est l'équivalent, des comptes de dépôt des Suisses chez Crédit Suisse ? La réponse est non. Et en France ? Alors, ça dépend de la taille de la banque. Si c'est BNP Paribas, la réponse est non. Alors, un exemple très concret qui nous concerne, nous, pour la zone euro, c'est lorsqu'il y a eu le naufrage complet du secteur bancaire chypriote, 2010. Alors, Chypre, c'est tout petit. Alors, il se trouve que c'était une plateforme de blanchiment d'argent sale d'un certain nombre de mafieux russes. Bon, ça reste quand même tout petit. Donc, la quasi-totalité du secteur bancaire chypriote fait faillite. Question, est-ce qu'on garantit les comptes de dépôt. Vous avez à ce moment-là un commissaire européen qui fait une déclaration en disant « ça va coûter très très cher, je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens pour l'État chypriote, peut-être qu'il faudrait renoncer à cette garantie, ou bien baisser le plafond ». Le lendemain même, il fait une contre-conférence de presse en disant « non, je me suis trompé, non, bien sûr, on va respecter la loi ». Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? C'est qu'il a été appelé par des banquiers qui lui ont dit « mais vous ne pouvez pas dire ça. Si vous dites aujourd'hui qu'on n'est pas capable de respecter la garantie sur les comptes de dépôt, tout le monde va retirer son argent des banques. » Et là, ça va provoquer la faillite des banques. Donc, vous êtes obligé de dire que, bien sûr, on va respecter la loi et tout le monde aura son compte de dépôt garanti. Mais personne ne peut vous dire le contraire, sauf à courir le risque de provoquer un krach bancaire. Vous voyez ? Donc la réponse, ce serait non si vraiment ça devait advenir. J'espère bien que ça ne deviendra pas. En tout cas, vous, ce que vous mettez en valeur, c'est le fait que les marchés financiers sont fragiles, finalement, oui, ça, c'est clair, oui. Qu'on encourt aujourd'hui le risque d'un krach boursier. Alors, pourquoi est-ce qu'on encourt un risque de krach boursier, un risque plus élevé ? Parce que les banques centrales aujourd'hui ont la mauvaise idée d'augmenter les taux. L'augmentation des taux, ça fait augmenter le coût de l'emprunt pour les investisseurs. Si les investisseurs ne peuvent plus emprunter auprès des banques, alors ils ne peuvent plus continuer de jouer à la hausse sur les actifs et le prix des actifs cesse d'augmenter. Parce qu'on sait que l'augmentation des taux, ça peut quand même lutter contre l'inflation. C'est quoi ? C'est qu'on les augmente trop vite ? Non, c'est qu'en fait, parce que les taux d'intérêt jouent un rôle dual. Ils jouent un rôle pour le prêt bancaire auprès des investisseurs financiers et ils jouent un rôle pour les prêts bancaires auprès de l'économie réelle. Auprès de l'économie réelle, si vous augmentez les taux trop vite, il se passe ce qui s'est passé aux États-Unis au début des années 80, une grosse récession. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui veulent investir ne peuvent plus investir. Ça coûte trop cher d'emprunter. Tous ceux qui veulent acheter un appartement ne peuvent plus acheter d'appartement, etc., etc. Et donc, l'économie s'effondre. Donc ça, c'est une très mauvaise idée. Mais ça dépend... Ça, la Banque centrale européenne le reconnaît, plus ou moins, qu'il y a un risque de récession et qu'elle le sait. Absolument. Ça a été dit par Christine Lagarde, elle en est consciente. Et j'ai tout à fait confiance dans le fait que le board de la Banque centrale européenne essaye de ne pas augmenter trop vite les taux. D'ailleurs, la BCE a augmenté moins vite ses taux que la Fed. De ce point de vue-là, elle est beaucoup plus prudente que la Fed, ça c'est clair. Aussi pour une autre raison, qui est la fragilité des banques de la zone euro. Les banques de la zone euro sont beaucoup plus fragiles que les banques américaines. Et ça, c'est le deuxième volet, c'est le volet dual, si vous voulez, c'est le volet financier de l'impact d'une augmentation des taux. Si vous augmentez les taux, ça vaut aussi pour les prêts bancaires, pas pour l'économie réelle, mais dans la sphère financière. Et là, c'est là que ça devient problématique. C'est là que c'est dangereux pour vous et d'autres économistes qui parce font que ce constat. ça va freiner l'augmentation du prix des actifs financiers. Or, tous les investisseurs qui ont parié là-dessus vont se retrouver dans une situation compliquée si les prix des actifs n'augmentent plus. Et on a un risque à ce moment-là d'avoir ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle un moment de Minsky, c'est-à-dire un moment où les prix cessent d'augmenter, commencent à stagner, un certain nombre d'investisseurs commencent à avoir peur, vendent leurs actifs pour récupérer des liquidités, pour rembourser leurs dettes auprès des banques, et ça provoque l'effondrement du prix des actifs, et donc le krach boursier. Donc, il y a quand même ce risque de krach boursier, il y a cette menace d'inflation qui va peut-être exploser, on ne sait pas, ça, voilà. Et il y a évidemment la question de la pénurie d'énergie, encore une fois dont on a parlé à Blast, et je ne suis pas la seule, mon collègue Antoine Etcheto et Paloma Moritz ont fait des émissions à ce sujet. Aujourd'hui, face à ce risque et à ce problème en fait, d'approvisionnement en énergie, le gouvernement a mis en place un plan de sobriété qui a été annoncé par Emmanuel Macron, qui consiste principalement à encourager individuellement des petits gestes. Enfin, si on résume un peu ce plan de sobriété, qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que c'est bien
Je ne peux pas être contre. La sobriété est indispensable. La question, c'est s'il n'y a que ça, c'est absolument insuffisant. Mon ami Jean-Marc Jancovici avait fait le calcul avec l'équipe de Carbone 4 et Alain Grandjean. Les petits gestes du quotidien permettent d'économiser 20 à 25% de votre empreinte carbone. Et encore faut-il qu'ils soient appliqués, parce qu'il n'y a pas de contrainte. Bien sûr, encore faut-il qu'ils soient appliqués. Mais de toute façon, il faudrait les appliquer. Ce serait bien que tous les adultes en bonne santé deviennent végétariens, que tous les adultes en bonne santé cessent de prendre l'avion tous les 15 jours, etc., etc. Donc ça, il faut le faire. Donc c'est bien. Oui, le plan ne parle même pas de ça. Le plan parle surtout de la sobriété énergétique. Baisser, on baisse, on décale. Mais si vous voulez, l'impression que ça donne quand même un tout petit peu, c'est on nous demande de mettre un pull-over en plus, alors que la question est beaucoup, beaucoup plus grave que ça. Vous voyez. Donc elle n'est pas traitée ? Elle n'est pas traitée du tout. On a fait un plan à l'Institut Rousseau pour expliquer ce qu'il faudrait faire. Rénovation thermique de tous les bâtiments de France. C'est un projet colossal. Et la dernière fois que j'en ai discuté, c'était pour le Premier ministre Jean-Marc Ayrault à l'époque. Et les entreprises des BTP qui travaillaient avec nous ont dit n'allez pas trop vite. Si jamais Ayrault se réveille, et si jamais on le fait, on n'a pas assez d'ouvriers qualifiés du bâtiment pour le faire au niveau national. Donc le scénario qu'on avait proposé, c'était on commence ad experimentum sur une ou deux régions sur lesquelles on sait, parce que les entreprises du BTP nous le disent, qu'il y a suffisamment de travailleurs, d'ouvriers qualifiés pour faire la rénovation thermique du bâtiment. Rien de tout ça n'a été fait. Rien de tout ça. Ensuite, deuxième étape, c'est la mobilité verte. La mobilité verte, c'est pas tellement la voiture électrique, dont on sait que la batterie est problématique, mais c'est le train. Je ne connais pas un seul scénario de transition énergétique sur la France qui ne passe pas par un redéploiement massif du réseau ferré en France. Ça veut dire qu'il faut réhabiliter toutes les ravissantes petites gares qu'on a en province et faire passer le train, de manière que la plupart d'entre nous n'aient plus besoin de prendre la voiture. En particulier la voiture thermique, mais aussi la voiture électrique à terme. Là, c'est pas du tout ce qui est prévu, effectivement. Ça, c'est pas du tout ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est exactement le contraire. Continuer de démanteler ce qui nous reste de l'extraordinaire réseau ferroviaire que nous avions en 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, il y a une erreur, à mon avis, massive de compréhension de l'enjeu de la rénovation, de la mobilité verte sur le territoire français. Parce que cette réhabilitation du réseau ferré passe aussi par un réaménagement du territoire. Donc c'est un enjeu énorme. Et c'est pas juste les petits gestes du quotidien. Réaménagement du territoire, pourquoi ? Parce que les urbanistes sont très clairs. Si on veut économiser sérieusement l'énergie, c'est-à-dire plus que les 20% que vont nous permettre d'économiser les petits gestes du quotidien, parce qu'il va en rester encore 80 à économiser, d'énergie fossile en particulier. Si on veut être sérieux, en réalité, il faut réorganiser l'aménagement du territoire français un peu sur le schéma de la Lombardie italienne. C'est-à-dire des petites villes très denses, irriguées par du réseau ferré, avec de la polyagriculture autour de ces petites villes et la nourriture qui est acheminée par le train dans les centres commerciaux de centre-ville. Oui, c'est pas du tout ce qui est prévu, actuellement. Alors, en plus de ces deux premiers sujets, rénovation thermique des bâtiments, mobilité verte, il y a encore le verdissement de l'industrie et de l'agriculture française. Et ça, c'est pas du tout non plus, je vois rien de tel là-dessus dans le projet de loi de finances, ni dans les cartons du gouvernement. Or, ça aussi, c'est un enjeu colossal. Par exemple, dans le rapport qu'on a produit avec l'Institut Rousseau en mars dernier, finalement, on a renoncé à la décarbonation complète du secteur industriel français. Parce que c'est compliqué. Donc finalement, on a accepté de conserver des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur industriel français en 2050, à condition qu'elles soient compensées par l'absorption du CO2, par exemple par les forêts. Ce qui suppose, au passage, de protéger nos forêts et de mettre fin aux méga-incendies comme ceux qu'on a vus cet été. Le problème des méga-incendies de forêt n'étant pas essentiellement les pauvres gens qui vont mettre le feu dans la forêt, mais essentiellement le dessèchement, l'assèchement de la forêt, oui. La destruction de l'humus et le non-entretien de la forêt. Donc ce que vous dites qu'il faudrait faire finalement pour s'assurer un avenir désirable, la mobilité verte, le verdissement de l'industrie, la transformation de l'agriculture, c'est des choses, alors que vous proposez des solutions très spécifiques et concrètes, mais dans l'ensemble, vous vous inscrivez dans ce que disent les auteurs du GIEC dans le 3e volet du 6e rapport, qui est sorti, je le précise, c'est quand même exactement ça qui est dit. Encore une fois, on ne va pas dans ce sens-là. Le premier quinquennat, on en a fait un bilan sur Blast assez détaillé, notamment, encore une fois, Paloma Moritz, qui a vraiment analysé tout ce qui avait été fait. On sait que c'était pas du tout un quinquennat écologique, mais pendant l'entre-deux tours, le président Emmanuel Macron, enfin le candidat président Emmanuel Macron, a dit « La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas ». Pour vous, est-ce qu'il a changé ? Est-ce qu'on a quand même une possibilité d'avoir un espoir que ça y est, enfin, on ait des transformations structurelles, ou est-ce qu'il faut se faire une raison et ce ne sera pas le cas ?
J'en sais rien, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron ni du gouvernement. S'il y a eu un chemin de Damas de ce gouvernement, tant mieux, je m'en réjouis. Ce que j'observe simplement, c'est que dans des négociations la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, autour de la pêche à la senne dans la Manche, la France a pris la position de ne pas interdire la pêche à la senne pour faire plaisir au lobby hollandais. Donc ce sera catastrophique pour la faune halieutique dans la Manche. La raison pour laquelle aujourd'hui on a des orques qui remontent la Seine, c'est qu'ils n'ont plus rien à manger. Donc on n'a jamais vu ça. Je veux dire, imaginez ça, on a des orques qui remontent la Seine aujourd'hui, des baleines qui remontent le long de la Seine, parce qu'ils n'ont plus rien à manger, parce qu'il n'y a plus de poissons dans la Manche et au sud de la mer du Nord. Donc ça va être catastrophique pour la faune halieutique. Et la faune halieutique, il faut comprendre que c'est un écosystème extrêmement fragile, donc les poissons. Lorsque vous détruisez une couche, vous détruisez en fait la totalité de l'écosystème qui dépend entièrement de cette couche. Vous supprimez un prédateur pour ceux qui sont en dessous, et vous supprimez une ressource pour ceux qui sont au-dessus. Donc malheureusement, ça va très très vite. Une fois qu'on a supprimé toute une couche de poissons dans une mer, pour que la totalité des poissons disparaissent. Et on le sait depuis des années. Si on ne fait rien, on va vers des mers sans poissons, des grands pélagiques, les poissons qu'on mange, les poissons comestibles, d'ici 2040. Alors, ils seront remplacés par des méduses. Alors, j'ai été piqué par une méduse cet été. J'ai découvert, c'est pas très agréable, en fait. Et je recommande à personne. Voilà. Mais c'est ça qui va arriver si on continue. Donc, la décision prise par la France, il y a 10 jours, d'empêcher l'interdiction de ce type de pêche qui détruit les chaînes trophiques des poissons dans la Manche est catastrophique du point de vue écologique. Et catastrophique aussi du point de vue économique et social pour les artisans pêcheurs français. Qui ne peuvent pas du tout lutter contre les énormes bateaux industriels hollandais qui pratiquent ce type de pêche. Là, ce que vous venez de décrire, ça s'inscrit dans une politique plus générale où on sait que le gouvernement a de très nombreuses reprises cédé au lobby dans différents domaines. À titre personnel, en tout cas, ce qu'on voit à Blas, on n'a pas l'impression effectivement qu'il y a eu un changement de paradigme qui a été enclenché. Là, vous faites référence à l'effondrement de la biodiversité. On parle de toutes les questions climatiques. On sait que ça s'accélère. On sait que c'est dangereux pour notre avenir. Bien sûr. Et parfois, j'ai un peu la naïveté de me dire, mais c'est pas possible, ils doivent pas comprendre, ils doivent pas le savoir. C'est pas possible, sinon, de nous faire nous diriger collectivement dans le mur. Vous qui avez fréquenté de près ces élites qui aujourd'hui nous dirigent, les gens qui sont au gouvernement, à votre avis, pourquoi ils continuent à nous mener dans cette direction? Je pense qu'il y a deux raisons aussi importantes l'une que l'autre. Une raison qui est, disons, plutôt, on pourrait presque dire accidentelle, mais qui est compliquée à résoudre, qui est le fait que le secteur bancaire privé a compris que la transition énergétique au pas de charge signifierait sa propre mort. Pourquoi ? Parce que l'an dernier, on a publié également avec l'Institut Rousseau un autre rapport où on a étudié les bilans des 11 premières banques de la zone euro. Ce qu'on a observé, c'est que les 11 premières banques de la zone euro, donc par exemple les 4 premières banques françaises, BNP, Société Générale, BPCE, Natixis, Crédit Agricole, les 2 premières banques allemandes, les 2 premières banques italiennes, etc. Ce qu'on a observé, c'est que dans leur bilan, elles ont aujourd'hui, tout compris, au moins 530 milliards d'actifs financiers directement liés aux énergies fossiles. Donc des actifs qui ne vaudront plus rien le jour où on décidera d'être sérieux et d'interdire, tout simplement, le fait de brûler du charbon, du gaz ou du pétrole. Ces 530 milliards d'actifs représentent en moyenne 95% de ce qu'on appelle le fonds propre de la banque. Alors, qu'est-ce que c'est que le fonds propre ? Le fonds propre, aujourd'hui, en principe, c'est en gros 3% du bilan total de la banque, donc de la taille de la banque. Et ces 3%-là, ça représente, on pourrait dire, l'airbag du conducteur banque dans sa voiture en cas d'accident. C'est là-dedans qu'il va puiser de l'argent pour se refaire une santé s'il fait une perte. Donc, il y a un énorme débat dans le détail technique duquel je ne vais pas entrer, qui est qu'avec beaucoup d'autres économistes, je pense que depuis des années que 3% c'est très insuffisant, qu'il faudrait revenir au taux auquel on était au début du XXe siècle, à savoir 20% au moins. Donc vous avez par exemple un grand économiste allemand, Martin Hellwig, qui a plaidé dans cette direction, mais complètement en vain. Donc d'abord c'est très insuffisant, mais surtout, si vous avez 95% de l'airbag qui est constitué d'actifs fossiles, donc il y a la valeur des actifs fossiles. Et si ces actifs fossiles tombent à zéro, à ce moment-là, vous êtes mort. Et une banque qui a perdu 95% de son equity, de ce fonds propre, c'est une banque qui est morte. Donc il y a cette pression des banques. Alors, ces banques-là, en fait, ont compris depuis des années que si on allait trop vite dans la transition, ça provoquerait leur extinction. Le problème, c'est si BNP Paribas fait faillite demain matin, comme je l'ai dit, l'État, en réalité, ne peut pas garantir les comptes de dépôt. Et puis, ça représente des pertes telles que l'État ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, en réalité, c'est une métaphore que j'ai déjà utilisée. C'est la métaphore du noyé et du maître nageur.
Il y a un élastique entre le noyé et le maître-nageur. Si le noyé tombe, le maître-nageur coule avec lui. Vous savez que c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas responsable de non-assistance à personne en danger si vous n'allez pas chercher quelqu'un qui se noie. C'est-à-dire que la personne qui se noie peut vous emmener avec elle et vous noyer à son tour. Donc c'est le problème des banques. Donc l'État, en fait, ne peut pas se permettre de laisser une grosse banque faire faillite. Donc c'est pour ça que les banques ont un pouvoir de négociation et en fait de chantage sur l'État qui est considérable. Donc ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire que les banques savent que la transition énergétique au pas de charge signifiera leur mort. Et le premier à l'avoir dit de manière publique, c'est Mark Carney, qui est un remarquable économiste, qui était le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre en 2015, dans un grand discours qu'il a tenu à la Lloyd en septembre 2015, discours qui s'appelle « La tragédie des horizons ». The climate change is a tragedy of the horizon. Et Mark, à ce moment-là, dit qu'il y a 3 grands dangers pour la stabilité financière mondiale aujourd'hui, qui sont tous les 3 liés au climat, au réchauffement climatique. Le premier danger, c'est le risque physique. C'est la destruction, en fait, de notre économie par le climat. Ça, c'est un tiers du Pakistan qui est sous l'eau. C'est la destruction de la Louisiane par le dernier typhon, etc., etc. C'est aussi, par exemple, les sécheresses en France et le manque d'eau. On sait qu'en 2040, si on ne fait rien, on perd 20% d'accès à l'eau potable en France. 20%. 40% en Italie. C'est très, très proche, quand même. C'est 2040, c'est demain matin. Voilà. Et 20%, c'est considérable. Et on peut vivre un petit peu avec moins d'électricité, on met un pull, etc. Et sans eau, personne ne peut vivre. Ce n'est pas les petits gestes du robinet qui vont nous permettre de ressusciter de l'eau quand il n'y en a plus. Donc tout ça pour dire, Mark Carney dit, premier risque, le risque physique. Deuxième risque, ce qu'il appelle le risque de transition, qui est notre risque, celui qui nous intéresse, c'est-à-dire le fait qu'en allant trop vite, on provoque la faillite des institutions financières qui sont trop organiquement liées aux énergies fossiles. Et c'est le cas, comme on l'a montré, pour les 11 premières banques de la zone euro. Et puis le troisième risque, c'est le risque légal, c'est-à-dire le risque que, c'est l'affaire du siècle en France, que les ONG déposent plainte contre les États, contre les entreprises, parce qu'elles ne respectent pas l'accord de Paris. Donc, ce qui m'intéresse moi, c'est le deuxième risque, dont on ne parle jamais, qui est le fait que ces banques savent que si, entre-temps, on n'a pas trouvé un moyen de les sauver, en fait, des métastases charbonnées, si je puis dire, qu'elles ont dans leurs poumons, qui sont leur bilan, et qui sont l'héritage des 50 dernières années de notre politique, si on ne les a pas débarrassées de ces métastases-là, elles mourront si on va trop vite. Voilà. Et après, il y a un deuxième problème. Alors, j'ai une solution à ça, on pourra en parler si vous voulez. Après, il y a un deuxième problème beaucoup plus, on pourrait dire, profond, moins accidentel, et sur lequel il n'y a pas de solution technique, si vous voulez, qui est que, à mon avis, nos sociétés sont globalement, et j'en parle d'ailleurs dans le livre, à la croisée des chemins en termes d'économie politique et de type de société qu'on veut vouloir voir advenir dans notre monde. On sait aujourd'hui, on a compris que, notre régime énergétique a un impact sur le type de régime politique qu'on est capable de construire. Donc ça, c'est des très beaux travaux de quelqu'un comme Timothy Mitchell, un historien américain, qui montre que le charbon, en fait, a été favorable aux luttes sociales. Pourquoi ? Parce que le charbon, c'est très difficile à délocaliser, et que si vous faites une grève dans la mine, vous privez, par exemple, d'électricité la ville qui est approvisionnée grâce à l'électricité qu'on a produite grâce à ce charbon. Et donc, Timothy Mitchell, qui étudie essentiellement le cas, anglo-saxon, conclut que une société ou un monde de charbon, c'est un monde favorable aux travailleurs, si je puis dire. Parce que dans la lutte sociale, en fait, ils ont un pouvoir de négociation qui est extrêmement puissant. Alors, il y a des exceptions pour les historiens qui nous écoutent. L'Afrique du Sud est une exception, la Pologne est une exception, et il y a un très beau livre d'un autre historien, un historien américain, sur Carbon Technocracy, sur une mine de charbon chinoise, qui est aussi une exception. Donc c'est pas une règle générale, mais en tout cas, en Europe de l'Ouest, ça a marché comme ça. En revanche, une fois que vous substituez le pétrole, alors vous ne le substituez pas, mais vous ajoutez le pétrole au charbon, et que vous entrez dans l'ère enchantée d'une consommation industrielle, consommation de masse grâce au pétrole, et par exemple que vous donnez la voiture individuelle à tout le monde, après la Seconde Guerre mondiale, grâce au pétrole, vous changez complètement la donne, parce que le pétrole est très facile à transporter. Et donc c'est beaucoup plus difficile de faire pression dans un monde de pétrole, même s'il reste du charbon, que dans un monde de charbon. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on voit avec les grèves sur les raffineries, on essaye. Bon. Mais c'est pas du tout un hasard, si vous voulez, si la première grande lutte sociale de Margaret Thatcher quand elle est arrivée au pouvoir, ça a été de casser les mineurs. C'était à la fois symbolique et en même temps économiquement très très important de casser le lieu fondamental où on pouvait avoir une vraie négociation dans le rapport de force, entre travailleurs et investisseurs. Bon. La grande question qui nous est posée aujourd'hui, la question à plusieurs milliers de milliards, c'est quel type de société allons-nous construire avec des énergies renouvelables ?
Oui, C'est qui ça, sera en fait, le différente grand de ces enjeu. deux autres sociétés Voilà, qu'on qui vient sera d'évoquer. ni la société du charbon, ni la société du pétrole. Et la question, c'est est-ce qu'une société d'énergie renouvelable ressemble plus à une société du charbon ou plus à une société du pétrole? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Oui, c'est ça le grand enjeu. Et pour vous, qu'est-ce que c'est? Alors, pour moi, il y a deux grandes options possibles. Il y a deux types de sociétés radicalement opposées, compatibles avec le fait qu'on ait, disons, un mix énergétique essentiellement renouvelable. Il y en a une première qui est celle à laquelle nous tous, nous pensons, et tous les écologistes et tous les militants écologistes, qui est une société très décentralisée dans laquelle tout le monde produit sa propre électricité, par exemple, parce que vous avez des panneaux solaires sur votre maison secondaire, vous avez une éolienne dans votre jardin, etc. C'est le type de société, en fait, que l'Allemagne a commencé à essayer de construire autour des années 2010 avec une multiplication exponentielle de petites coopératives de production décentralisée d'électricité. Malheureusement, depuis lors, elles ont été reprivatisées. Je ne reviens pas là-dessus. Mais en tout cas, il y avait à ce moment-là, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, une espèce d'utopie allemande qui allait dans cette direction. C'est également le type de société dont rêve aujourd'hui, à juste titre, ce qu'on appelle les comunità energetica, les communautés énergétiques en Italie, qui se sont constituées au cours des dernières années, qui ont acheté des panneaux solaires ensemble et qui ont réparti entre elles, enfin à l'intérieur de la communauté, le coût de l'achat et le coût de l'électricité aujourd'hui. Et qui aujourd'hui sont très tranquilles avec l'inflation énergétique. Pas de problème. Après, il y a des limites à ça, parce que les matériaux qui sont utilisés... Bien sûr, tout à fait. Alors on peut parler après de l'empreinte matérielle de tout ça. Mais là, j'essaie juste de donner un grand panorama, disons, en termes d'économie politique. Donc décentralisé pour décentralisé. Et ça va avec une décentralisation du pouvoir politique, etc. Deuxième option, malheureusement, c'est exactement le contraire, une société ultra centralisée, avec un État autoritaire, qui est en alliance avec le capital privé. Pourquoi c'est possible? C'est possible parce que, malheureusement, et c'est un point que beaucoup de militants écologistes n'ont pas vu, malheureusement, les infrastructures liées à la production d'énergie renouvelable, et du nucléaire d'ailleurs, sont beaucoup plus capitalistiques que les infrastructures liées à la production d'énergie fossile. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la part de ce qu'on appelle le CAPEX, la part du coût du capital pour la production d'un mégawattheure en énergie renouvelable ou en nucléaire d'ailleurs, est beaucoup plus élevée que pour les énergies fossiles. Donc pour les énergies fossiles, en gros, elle est entre 10 et 15%. Et pour les énergies renouvelables et le nucléaire, elle est supérieure à 40%. Autrement dit, dans un monde d'énergie renouvelable et de nucléaire, vous donnez beaucoup plus de pouvoir au capital. Donc ça, c'est toute la question de quel modèle politique on choisit. Exactement. C'est vraiment une question très, très politique. Moi, j'aimerais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que pour vous, ce qui empêche aujourd'hui le pouvoir politique de prendre ces grandes décisions à une échelle collective, c'est ce pouvoir des banques. Et c'est le fait qu'on ne peut pas laisser les banques s'effondrer. Vous disiez, vous avez des solutions. Oui, j'ai une solution. Alors, il y a une solution qui va nous être proposée, à laquelle pensera évidemment la Commission européenne, à laquelle peut-être elle pense déjà, elle n'aurait pas tort, qui est celle qu'on a mise en œuvre en 2009 pour les crédits subprime. Puisqu'en fond, on a eu exactement le même sujet avec les actifs subprime qui, en quelques mois, c'est quand même pas le même, à la même échelle. C'est encore plus grave aujourd'hui, oui. Donc la solution, c'est de construire ce qu'on appelle une bad bank, en anglais, une banque de défaisance, pays par pays, qui est une banque publique, rattachée à l'État, qui va racheter les actifs fossiles, donc les métastases. Comment on crée une banque comme ça? On a créé la banque... en 2009, on a créé une banque en 3 jours, en France, pour sauver nos banques. Donc, on peut créer une banque en 3 jours. L'État peut créer une banque en 3 jours. Triodos s'est battu pendant 6 ou 7 ans pour pouvoir s'implanter en France. Il n'y est pas parvenu à cause du lobby bancaire, parce que Triodos est une banque exemplaire. En revanche, quand il faut sauver les banques, on peut créer une banque en 3 jours. Donc là, on peut créer une banque. Donc, on crée une banque, une bad bank, une banque de défaisance, qui va racheter avec de l'argent public... l'argent des banques. Les actifs des banques. Donc, ça va être Noël pour les banques qui vont récupérer de l'argent, à qui on va faire une opération chirurgicale, on leur enlève les métastases, vous voyez, après ça, elles peuvent continuer de vivre tranquillement. Et puis, c'est la bad bank qui va garder les actifs bruns, les actifs fossiles. À ce moment-là, on pourra accélérer la transition énergétique, aller beaucoup plus vite, le prix de ces actifs va baisser, voire s'effondrer, mais c'est pas grave, c'est la bad bank maintenant qui fait la perte, c'est plus les banques privées. Donc, les banques privées peuvent continuer d'opérer. La difficulté pour moi avec ce scénario, c'est que cette bad bank, c'est une banque d'État. Et donc, la dette de cette bad bank devient une dette publique. Donc, ceux qui payent, in fine, c'est encore une fois les contribuables. Oui, qui paient les investissements des banques privées. Exactement. Et donc, ça, c'est pas tout à fait acceptable. Donc, heureusement, il y a une option alternative qui est de demander à la Banque Centrale Européenne de jouer le rôle de la banque de défaisance. La Banque Centrale Européenne achète des actifs de mauvaise qualité depuis des années déjà. Donc, la Banque Centrale Européenne est déjà en partie devenue une banque de défaisance pour sauver un certain nombre d'institutions dans tous les sens, en particulier les banques. La Banque Centrale Européenne pourrait jouer le rôle de la bad bank, racheter ses actifs
La grande différence, c'est que la Banque centrale européenne, c'est une banque centrale, donc elle peut se recapitaliser toute seule, sans frais pour personne, en particulier sans frais pour le contribuable, et elle n'est pas la banque d'un État, elle est la banque de la zone euro. Et donc, on pourrait très bien demander à la Banque centrale européenne de prendre ses actifs, de les gérer, d'assumer la perte et de se recapitaliser elle-même. Et pour qu'elle se recapitalise, je précise pour les demi-savants qui croient le contraire, on n'a pas besoin, les pays de la zone euro n'ont pas besoin eux-mêmes de la recapitaliser. Parce que si on demande aux pays de la zone euro de la recapitaliser au prorata du PIB de chacun des pays, on est reparti à la case zéro, c'est-à-dire c'est de nouveau le contribuable qui doit payer. Donc on a eu des débats, notamment sur Twitter, assez importants à l'été 2020 sur cette question, parce que j'en avais déjà parlé à l'époque. Parce que ce que vous dites, on le précise, ne fait pas du tout l'unanimité chez les économistes. Chez un certain nombre d'économistes, oui, qui ont commencé par dire mais c'est impossible, c'est beaucoup trop, la BCE peut pas perdre autant d'argent, etc. Et puis j'ai rappelé à tout le monde que la BIS, la Banque des règlements internationaux en français, la BRI, la Bank of International Settlements en anglais, qui est la banque centrale des banques centrales, qui est située à Bâle en Suisse, une charmante petite bourgade. La BIS a publié un rapport sur la question de savoir est-ce qu'une banque centrale peut opérer sans fonds propres. La réponse est oui, parce que c'est une banque centrale. Donc la BIS me donne raison. Donc la Banque centrale européenne peut très bien opérer si elle perd ses fonds propres. Elle a combien aujourd'hui? Elle a moins de 80 milliards de fonds propres, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui est ridicule en fait. Tout simplement parce qu'elle n'en a pas besoin. Et elle peut très bien assumer cette perte, se recapitaliser elle-même et continuer d'opérer comme banque centrale. Donc les petits camarades avec lesquels je discute là-dessus ont fini par reconnaître ça au bout d'un an d'insultes, etc. Bon. C'est qui les petits camarades? Les économistes collègues que je ne vais pas nommer ici, puisqu'à la fin de l'histoire, ils ne sont pas dans le bon rôle. Donc ce n'est pas mon rôle ici de les nommer, mais on les trouve sur Twitter facilement. Donc ils ont reconnu que c'était techniquement faisable et que la Banque centrale européenne pouvait très bien faire ce que je propose. Et après, ils ont dit, ah ben oui, mais donc c'est techniquement faisable, tu as raison, mais c'est pas une bonne idée politique. Pourquoi? Ah, mais parce que d'abord, ça créerait de l'inflation, parce qu'il y aurait une manne d'argent, du coup, qui viendrait de la Banque centrale européenne dans les banques. Mais on est revenu à ce dont on parlait il y a 20 minutes. C'est-à-dire, si vous donnez plus d'argent aux banques, si elles l'utilisent pour faire de la spéculation sur les marchés financiers, il y aura de l'inflation, qui est l'inflation des actifs financiers. Et donc ça passe par un encadrement des banques et de la spéculation. Évidemment, il faut bien évidemment faire cette opération en disant aux banques, cet argent-là, vous allez l'utiliser à bon escient. Vous allez financer des projets verts qui créent de la valeur, qui créent des emplois, etc. Évidemment, sinon, c'est vrai. C'est comme si vous opériez un cancéreux de ses métastases, puis vous lui dites, bon, tu peux continuer de fumer, il n'y a aucun problème, ça va pas. Donc, évidemment, il faut évidemment conditionner l'opération chirurgicale au fait qu'il s'arrête de fumer. Bon, ça, c'est un premier point. Puis, deuxième objection, donc l'objection de l'inflation disparaît. La deuxième objection, c'est, ça nuirait à la crédibilité de l'euro et ça ferait baisser l'euro. Alors, l'euro baisse déjà aujourd'hui sur les marchés internationaux. Il est en dessous du dollar pour la première fois depuis l'histoire de l'euro. Donc il y a un vrai sujet, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé à Blast. Pas encore, mais c'est prévu. Qui est le déclin de la valeur de l'euro sur les marchés internationaux. Bon. Moi, ma réponse par rapport à ça, c'est l'administration Biden a lancé enfin un petit plan de Green New Deal qui s'appelle le Anti-Inflation Act. Donc les Américains ont compris que pour lutter contre l'inflation, il faut faire la transition énergétique. Alors le plan est beaucoup trop petit. Il est 10 fois plus petit que celui qui était prévu initialement par l'administration Biden et 20 fois plus petit que celui qu'avait concocté l'équipe Bernie Sanders, à cause du fameux sénateur Manchin, dont vous avez entendu parler, qui a refusé de voter le plan précédent. N'empêche qu'ils l'ont fait et que c'est déjà un début. Pour les investisseurs internationaux, je me mets à leur place. Je regarde l'Amérique. L'Amérique le fait, l'Europe ne fait rien et la Chine le fait. On est la seule région au monde qui est directement concernée par la transition énergétique et qui ne la fait pas. Donc évidemment, je suis un investisseur. Pourquoi est-ce que j'investirais aujourd'hui en Europe? Donc pour vous, c'est pour ça que l'euro... Donc là, à mon avis, l'objection, c'est politiquement pas une bonne idée, c'est vraiment l'erreur d'analyse complète. C'est-à-dire ce serait une très très bonne idée politique de relancer le projet européen sur, non plus la CECA, comme on l'avait fait dans les années 50, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, mais un vrai Green New Deal financé notamment de cette manière. Vous voyez ? Ça fait partie de votre vision politique, vision que vous développez quand même en partie dans vos précédents ouvrages, mais aussi dans cet ouvrage conséquent de 700 pages dont on n'a pas encore beaucoup parlé aujourd'hui, donc qui s'appelle « Composer un monde en commun, une théologie politique de l'Anthropocène », que vous venez de publier aux éditions du Seuil. Ouais. Avant qu'on aille vraiment dans le cœur de l'ouvrage, je pense qu'il faut aborder une thématique un peu désagréable, mais qui quand même a fait parler autour de votre livre. C'est que le journal L'Express, en mars dernier, vous a accusé de plagiat, notamment à cause de 6 paragraphes qui auraient été copiés. Et là, donc votre livre est sorti finalement, la sortie a été décalée, et le journal
ressouligne le fait qu'il y a encore un paragraphe où vous auriez plagié. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, je réponds que c'est pas du tout du plagiat, que j'ai utilisé, donc j'ai rédigé cette thèse, c'est ma thèse de théologie, en 1 an, en 2018, et que j'ai utilisé des notes que j'avais accumulées depuis 2009, au cours de mes études, de mon travail, etc. Dans ces notes, j'ai lu toute une série d'auteurs que je cite abondamment dans le bouquin, et j'ai récupéré une partie j'ai pris des notes sur ce qu'ils ont écrit. Et malheureusement, dans ces notes, il y a des passages qui sont des emprunts directs, explicites de ce qu'ils ont écrit, qu'à l'époque, je pensais pas du tout un jour écrire une thèse de théologie, j'avais pas référencé le passage, etc. Et aujourd'hui, je me souviens plus si quand je me relis, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de l'auteur que je suis en train d'analyser. Donc ça n'a rien à voir avec un plagiat. C'est-à-dire un plagiat, c'est vous prenez l'idée de quelqu'un et vous l'attribuez. Là, c'est pas le cas du tout. C'est j'étudie des auteurs que je cite abondamment et à un moment, au lieu de dire je dis je pense que l'auteur veut dire ça, et quand je dis je pense que l'auteur veut dire ça, en fait, je cite ce qu'il dit. Simplement, j'ai oublié les guillemets. Voilà. Donc, il y en a qui ont dit, mais pour un directeur de recherche au CNRS, c'est très problématique. Tout à fait, c'est assez embêtant et je suis désolé d'avoir fait ces erreurs-là. Donc, on a, avec un logiciel de track anti-plagiat, on a récupéré la totalité ou la quasi-totalité de ces erreurs-là. Et puis, l'Express, on a trouvé une dernière. Voilà, je suis désolé. On va aussi la corriger. J'espère bien que c'est la dernière. Et voilà. Donc, on va venir un petit peu sur le lien que vous faites entre religion et écologie, ce qui est quand même relativement original. Alors, pour ça, il faut revenir un petit peu sur votre histoire personnelle, parce qu'en 2013, à 43 ans, vous avez été ordonné prêtre. Vous estimez que la foi chrétienne et la justice sociale, c'est la même chose. Et donc, dans ce livre, vous expliquez finalement quel est l'apport du christianisme en tant que ressource spirituelle dans la lutte contre la crise écologique. Ce que vous écrivez, finalement, encore une fois, c'est 700 pages, donc j'essaie de le résumer un petit peu grossièrement, c'est que pour préserver l'habitabilité de la planète, il va falloir que nous développions un mode de gestion plus démocratique des ressources. Jusque-là, rien de nouveau. Mais pour faire ça, vous vous référez au message des communs, le message des évangiles. Qu'est-ce que c'est que, pour vous, les communs, qui est quand même dans le titre de votre livre? Ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de dire que nos sociétés peuvent être comprises comme étant structurées autour de 4 grandes catégories, qui sont un peu universelles, en un sens, qui sont le privé, le public, le tribal et le commun. Alors, ces catégories, à l'origine, proviennent d'un travail qui a été fait par Elinor Ostrom, une grande dame, politologue, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009, qui malheureusement est décédée maintenant, mais qui elle-même s'inspirait de catégories qui viennent de l'économie, et ces catégories d'économie viennent elles-mêmes du droit, et le droit vient lui-même de la théologie. Donc en fait, c'est des catégories qui sont théologiques depuis le début. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le privé, c'est ce que je prétends m'approprier. Par exemple, j'ai ce verre-là, il est à moi, c'est ma propriété privée, et je vous interdis d'aller boire ce verre-là. Ça, c'est une propriété privée. Et éventuellement, d'ailleurs, pour y accéder, il est possible que je doive payer un prix, si c'est une marchandise qui est disponible sur le marché. Le public, c'est ce qui est mis à disposition, ou protégé, ou pris en charge, plutôt par l'État, disons, et ce qui est accessible à tous. Par exemple, là, il fait pas très beau à Paris en ce moment, mais admettons qu'il y ait du soleil. Si je vais bronzer au soleil, ça vous empêche pas d'aller bronzer au même soleil. Et donc, contrairement à ce verre-là, où là, c'est vous ou moi, le soleil, c'est pour tout le monde. C'est public. Voilà, ça, c'est public. Le tribal, c'est quelque chose qui est intermédiaire, c'est ce qui est réservé à la tribu. Et donc ça, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, c'est la fameuse distinction ami-ennemi qu'on trouve chez Carl Schmitt, un penseur très, très sulfureux allemand des années 30. Et c'est l'idée que ce qui structure le politique, c'est la distinction entre l'ami qui est dans la tribu, dans ma tribu, et l'ennemi qui n'est pas dans ma tribu, et vis-à-vis de qui, éventuellement, j'ai le droit d'user de la violence pour faire valoir mes droits ou ma vision du monde. Alors là, ça veut dire qu'à l'intérieur de la tribu, on partage les ressources, mais hors de la tribu, zéro. Et les communs, c'est la 4e catégorie, qui est la plus intéressante, à mon avis, qui est qu'il y a bien une communauté qui prend en charge une ressource, mais cette communauté ne s'organise pas elle-même comme une tribu, mais plutôt comme une communauté en fait politique, démocratique, où on discute en permanence des règles de gestion et d'accès à la ressource et des rapports qu'on a avec l'autre de la communauté, c'est-à-dire ceux qui sont dehors, qui ne sont pas des ennemis, mais qui sont des collaborateurs potentiels avec lesquels on peut discuter. Alors, donc aujourd'hui, c'est quoi, concrètement? Alors aujourd'hui, prenons par exemple les exemples de communautés énergétiques en Italie. Ce sont des groupements de citoyens italiens, en général dans un village, par exemple le village de Amatrice, le fameux village martyr qui avait subi un tremblement de terre terrible en 2016, que je suis allé visiter. Là, ils ont fait une communauté énergétique où ils se sont, ils ont ensemble acheté des panneaux solaires et ils répartissent ensemble le coût de l'accès à l'énergie dans cette communauté.
Et donc là, la gestion est décentralisée à l'intérieur de la communauté, avec des règles qui sont discutées par tout le monde et qui peuvent être remises en cause. Un autre exemple, c'est un exemple qui m'a beaucoup frappé quand j'étais chef économiste à l'Agence française de développement, qui est une pêcherie en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry, du côté de la forêt, du côté de Nzélékolé. C'est les forêts profondes de la Guinée, pas très loin du Sierra Leone. C'est là qu'il y avait eu l'épicentre en fait de l'épidémie Ebola en 2014. Donc j'étais allé visiter au titre de l'AFD en fait des projets de pisciculture, parce que les paysans qui vivent dans ces forêts-là sont dans la forêt, donc ils peuvent pas faire d'élevage de bétail, et sont trop loin de la mer, donc ils peuvent pas les pêcher. Donc ils ont un manque d'apport en protéines, et la ressource, c'est d'aller faire du poisson, de la pisciculture dans les étangs. Sauf que c'est une zone qui n'a pas d'électricité. Et donc, lorsque vous retirez le poisson de l'eau, il faut qu'il soit mangé dans les 24-48 heures. Et donc, le geste, la décision de sortir le poisson de l'eau, c'est une décision compliquée, importante, cruciale pour la communauté. Et donc, il y a des règles extrêmement sophistiquées de décision. Comment, à quelles conditions, qui, etc. Et lorsque j'avais visité ce projet, j'avais été très impressionné parce que les règles sont très, très démocratiques, sont très partagées, voilà. En particulier entre les hommes et les femmes, avec un partage des rôles hommes-femmes. Et j'avais demandé, mais il doit forcément arriver un jour où vous n'êtes pas d'accord sur les règles. Ça arrive toujours, fatalement, parce que l'humanité est l'humanité. Comment vous faites? Et alors il m'avait dit, mais ça c'est une très bonne question. En fait, ce qu'on a décidé à l'avance, c'est qu'on va aller voir un vieux du village d'à côté, qui est à 20 km, qui est très sage, et on va lui demander de régler notre différend d'interprétation des règles. Et j'avais trouvé ça incroyablement intelligent. Donc vous voyez, ça c'est une sagesse institutionnelle, ancestrale, de gens qui n'ont jamais lu une ligne d'Elinor Ostrom, mais qui comprennent que pour qu'on prenne soin jusqu'au bout de ces poissons et de ces étangs, il faut avoir une méta-règle, une règle au-dessus des règles, qui permet de régler le différend, le conflit d'interprétation des règles. Pour vous, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui à grande échelle, en fait. Exactement, c'est ce qu'on devrait faire partout. Alors, le contre-exemple massif, c'est la zone euro et l'euro. L'euro, en fait, est une monnaie qui a été privatisée, qui a été retirée des mains des États et qui a été confiée à la BCE, laquelle n'a pas de vis-à-vis politique. Oui, c'est pas démocratique. Voilà, c'est pas démocratique. Donc, les décisions prises par la BCE ne sont pas discutées démocratiquement. Et donc, construire des communs, c'est construire des règles de partage et de prendre soin, en fait, d'une ressource rare, qui n'est pas forcément une ressource matérielle. Donc ça peut être des poissons, évidemment, mais ça peut être aussi la biodiversité, ça peut être le climat, ça peut être la santé, ça peut être la culture, ça peut être Wikipédia. Wikipédia est un formidable commun. Donc c'est mettre en œuvre des règles qui permettent à tout le monde de participer, de co-participer à la décision, et qui en même temps ait la sagesse de reconnaître qu'il y a des moments où il y a des conflits, et donc il faut qu'il y ait des méta-règles de règlement des conflits. Et ça, c'est un point sur lequel avait énormément insisté Elinor Ostrom dans son travail, en disant, en fait, les communs qui marchent dans la durée, c'est les communs qui ont cette méta-règle. Si elle n'existe pas, fatalement, un jour viendra, vous aurez un gros conflit, vous n'allez pas vous entendre, et vous allez faire détruire, en fait, la communauté. Et donc, pour vous, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne rentrent pas dans les communs aujourd'hui, et finalement, qui devraient y rentrer. À quoi est-ce qu'on peut penser, par exemple? Alors, si vous reprenez mes 4 grandes catégories, mon diagnostic à moi, c'est qu'il y a une survalorisation et même une absolutisation aujourd'hui de la propriété privée. Mais c'est un peu c'est très à charge contre la propriété privée. En fait, c'est une manière de dire, oui, la propriété privée doit être limitée. On a besoin d'y mettre des limites. Et peut-être que ça paraît très à charge, mais ça paraît très à charge parce qu'on est dans un contexte de survalorisation de la propriété privée. Je pense qu'au XVIIe siècle, ça aurait paru naturel à tout le monde. Personne n'était obsédé par la propriété privée au XVIIe siècle. Aujourd'hui, tout le monde est obsédé par la propriété privée. Le problème de la privatisation du monde, c'est que c'est ça qui provoque la crise écologique. La privatisation du monde consiste à croire que tout peut être transformé en une marchandise qui a une valeur sur un marché. Donc la vie humaine a une valeur qui serait, d'après certains de ces économistes, donnée par les prix des contrats d'assurance vie sur votre vie. Voilà. Le tigre du Bengale a une valeur. Combien est-ce qu'on est prêt à mettre sur la table pour sauver le tigre du Bengale? Et s'il y a autre chose qui est plus intéressant, par exemple, le dernier film de Walt Disney, avec des tigres, on va laisser mourir le tigre du Bengale, parce que c'est pas intéressant. Vous voyez. Et donc ça veut dire que on relativise la valeur de toute chose qui devient un prix de marché sur lequel on peut négocier. Donc aujourd'hui, on a une absolutisation de la propriété privée qui est catastrophique, à mon avis, et qui est en grande partie responsable de la tragédie aujourd'hui qu'on voit, qui est la tragédie écologique. Mais il y a aussi une absolutisation du public
malheureusement, de la souveraineté de l'État, qui est un vieil héritage de ce qu'on a construit à partir du XVIIIe. Qui est donc à bien distinguer des communs, parce que oui, bien faut sûr. le préciser le public quand même. Oui, donc les communs n'ont rien de communiste. J'anticipe tout de suite votre question, parce qu'on l'a déjà posée. Donc la valorisation des communs, qui est ma thèse, n'a rien à voir avec le communisme. Le communisme, c'est le contraire, c'est l'absorption en fait de la sphère sociale dans la sphère publique. C'est ce qu'a tenté la Chine de Mao. C'est ce que fait d'une manière bizarre la Chine de Xi Jinping aujourd'hui, mais c'est aussi ce qu'a tenté l'Union soviétique. Bon, et c'est aussi le totalitarisme allemand du Troisième Reich. Donc ça, si vous voulez, c'est des expériences totalitaires catastrophiques du XXe siècle qui sont, on va absorber la totalité de la sphère sociale, tout va devenir public. Donc vous avez d'un côté aujourd'hui, on pourrait dire, le néolibéralisme Privé. qui dit tout devient privé, et puis les totalitarismes qui disent tout devient public. Et puis vous avez une troisième option, malheureusement, qui est l'option tribale. L'option tribale, malheureusement, est celle qui est en train de monter beaucoup. Et par exemple, à mon avis, le succès de Trump aux États-Unis, mais aussi de Giorgia Meloni en Italie, d'une certaine manière l'extrême droite en France, en Allemagne et même en Suède, Oui, on a vu récemment. tout ça n'a pas grand-chose à voir, en vérité, contrairement à ce qui est souvent répété, avec le fascisme. Giorgia Meloni, je reviens d'Italie, si je comprends bien, n'est pas une fasciste aujourd'hui. Et les Italiens qui ont voté pour elle ne sont pas des fascistes. Ceci n'a pas grand-chose à voir avec la tradition fasciste. C'est des tribus, pour vous. Voilà, c'est la tribu. L'exemple, ce qui démontre ça, c'est la Suède. La Suède n'a jamais eu la moindre expérience politique d'extrême droite. Et la Suède, aujourd'hui, vient de faire entrer l'extrême droite dans sa scène politique. Et donc, c'est tout à fait autre chose qui est en jeu, qui est beaucoup plus vaste, en fait, malheureusement, que l'option fasciste, si je puis dire, qui est une réaction sectaire de la tribu blanche occidentale, qui a peur parce qu'elle sent qu'en fait ses intérêts sont menacés de manière existentielle et qui se dit ceux qui ne sont pas de ma tribu sont mes ennemis. Et donc notamment à cause du réchauffement climatique. Notamment évidemment à cause du réchauffement climatique. Donc il y a une erreur de diagnostic tragique qui est ce qui détruit nos conditions de vie aujourd'hui, qui va faire baisser notre espérance de vie, etc. C'est le réchauffement climatique, c'est la raréfaction d'un certain nombre de ressources naturelles. C'est pas du tout les migrations qui viennent de Côte d'Ivoire. Mais vous avez une réaction de la tribu blanche, apeurée, qui se dit aux États-Unis, c'est la faute des Mexicains. Puis en France, ça va être, c'est la faute des Afghans, etc. Et donc vous, dans votre livre, vous faites en permanence des parallèles avec la Bible. Oui. C'est vraiment, c'est omniprésent, c'est le principe de l'ouvrage. Et donc vous parlez beaucoup des effets du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité que vous comparez à l'Apocalypse. Dans la Bible, vous écrivez, ces phénomènes réintroduisent des dimensions apocalyptiques et sapientielles qui rouvrent un espace pour le questionnement théologico-politique. Oui, pourquoi ? Parce que ça veut dire que ça réouvre le questionnement sur le sens global de notre histoire. Puisque ce qui est en jeu, au fond, fondamentalement quand même, c'est l'extinction de l'humanité, c'est de ça dont il s'agit. Vous avez un papier qui est sorti cet été dans ce qu'on appelle les Proceedings of the National Academy of Science, qui est l'équivalent américain des CRAS en France, les comptes rendus de l'Académie des sciences, qui est un journal tout à fait honorable. Vous avez un papier qui est sorti, signé par une douzaine de climatologues de premier rang, qui dit « Il faut maintenant, malheureusement, commencer à devoir parler de la possible extinction de l'humanité au siècle prochain. » En particulier, si le permafrost sibérien libère la totalité du méthane qui aujourd'hui est enfermé, on s'envole vers des augmentations de température qui sont très très menaçantes pour la survie de l'humanité. Voilà, donc c'est ça qui est en jeu. Tout ça, ça fait que on est dans un contexte où le sens global de nos existences est réinterrogé. Alors que, rappelez-vous ce qui s'est passé dans les années 80-90, surtout 90, après la chute du mur, Fukuyama dit ça y est, c'est la fin de l'histoire, c'est fini. Oui. Il n'y a plus de grandes questions existentielles. On ne se pose plus la question de savoir le sens de notre société, du projet collectif, la raison pour laquelle je me lève le matin et qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants demain. Et on n'a plus d'horizon, alors dans le terme technique, c'est eschatologique, c'est-à-dire d'horizons qui disent le sens des temps de la fin. C'est quoi la visée ultime ? Vous voyez ? Ces questions-là ont eu tendance à être complètement évacuées depuis une trentaine d'années, en fait, depuis la vague néolibérale des années 70-80. Et la crise écologique est tellement grave qu'elle réouvre ces questions. D'une certaine manière, ça réouvre le ciel et on se réinterroge. Vous voyez ? Vous comparez les chercheurs qui tentent désespérément depuis des décennies d'alerter sur l'urgence climatique à des Cassandres des temps modernes. Finalement, dans le cadre de la Bible, vous parlez des prophètes. Pourquoi ? Alors Cassandre, vous voyez bien l'image, c'est la guerre de Troie. Le cheval de Troie a été admis dans Troie, malheureusement, et Cassandre dit mais ça va pas du tout. Et les Troyens font la fête alors qu'ils vont mourir le lendemain.
Et ne l'écoutent pas. Et ils n'écoutent pas, voilà. Alors ça, c'est malheureusement le sort que vivent beaucoup de lanceurs d'alerte. Alors moi, à mon humble mesure, mais depuis des années, mais vous aussi d'ailleurs, mais beaucoup d'autres depuis des années, les chercheurs du GIEC depuis des décennies maintenant, qui fait qu'on ne les écoute pas. Et dans le cadre de la Bible? Alors dans le cadre de la Bible, c'est les prophètes, donc il y a une grande tradition prophétique dans l'Ancien Testament. Donc la Bible est répartie en deux grandes parties. Le Nouveau Testament, qui est, on pourrait dire, la Bible chrétienne, l'Ancien Testament, qui est, on pourrait dire, la Bible juive, qui sont les Écritures juives. Bon. Et là-dedans, vous avez, alors, ce qu'on appelle d'abord la Torah, qui sont en gros les 5 premiers livres de la Bible, et puis ensuite les livres des prophètes. Alors les prophètes sont ceux qui apparaissent au moment où, au fond, le peuple d'Israël s'est déjà établi en Palestine, le royaume d'Israël est lancé, David est déjà roi, etc. Bon. Et ils alertent sur le fait qu'il y a des injustices majeures dans le pays, que les pauvres et les orphelins sont méprisés, et que ça va attirer le malheur sur Israël. C'est ça la veine prophétique. Et malheureusement, ils ne sont pas écoutés. Et donc, les malheurs s'abattent sur Israël. Voilà. Donc, Cassandre, les prophètes, voilà, même histoire que les scientifiques pour vous aujourd'hui. Tout à fait. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le très beau film Don't Look Up. Cette comète fait quelle taille environ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible? Il y a 100% de chance qu'on crève tous. Je suis désolée. Kate. Oh, Kate. Ok. L'astronome canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Vous avez le professeur Mindy, là, qui annonce que la météorite va s'effondrer, va heurter la Terre, et la journaliste qui est en face de lui ne comprend pas. Et alors, je peux raconter, à titre perso, j'ai vraiment fait la même expérience l'an dernier à la RAI italienne. Alors, mon italien est très faible, mais bon, voilà, je fais ce que je peux. Mais c'était à 20h, donc audience maximale, etc. Je dis, mais vous savez, l'Italie va manquer d'eau. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire 2040, moins 40%. C'est très grave. Donc, vous devriez lancer des plans de construction d'usines de désalinisation de l'eau de mer dès maintenant. Et la journaliste en face de moi ne comprend pas, en fait. Donc, elle me regarde avec des grands yeux, comme si j'étais un extraterrestre. Parce que l'an dernier, dire aux Italiens vous allez manquer d'eau, c'était inimaginable. Aujourd'hui, je vois bien, je viens d'en faire l'expérience, les Italiens ont bien compris. Donc c'est devenu un sujet national aujourd'hui. Et vous avez dans les gares italiennes des bouquins qui expliquent comment va-t-on faire pour se passer de l'eau, etc., ce qui est impossible. Voilà. Donc en un an, il y a eu un basculement énorme. Mais alors je me souviens de mon moment de Mindy qui était assez impressionnant. Et vous, ça fait des années que vous avez mis l'écologie au cœur de l'économie et que vous alertez sur ces questions, vous le dites vous-même, vous vous êtes retrouvé plusieurs fois dans des situations qui ressemblaient à ce Don't Look Up. Vous faites des propositions qui sont extrêmement concrètes, avec lesquelles on peut être d'accord ou pas, mais qui s'inscrivent dans quelque chose de très pragmatique, de très économique. Et vous faites le lien avec la religion. Oui. Et est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, de faire peur, entre guillemets, à ceux qui n'adhèrent pas du tout à cette religion-là, voire qui en ont peut-être une image négative? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça décrédibilise tout le reste? Non, je pense que pour plein de raisons. La première, si vous voulez, c'est que en France, en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, la théologie a été complètement évacuée du débat intellectuel depuis plus d'une quarantaine d'années, et à mon avis, à tort. C'est-à-dire, il y a encore 40 ans, vous aviez des théologiens qui intervenaient dans le débat public. Les gens se souviennent de Henri de Lubac, les gens se souviennent de Gaston Fessard, de Michel de Certeau en France, etc. Aujourd'hui, plus du tout. Parce que certains vont vous dire, non, il y a les trucs concrets, scientifiques, pragmatiques, et il y a la religion qui, c'est pas la même chose, il faut les séparer. C'est tout à fait vrai, c'est pas la même chose du tout, il faut bien les séparer, mais la question, c'est les séparer en les articulant. Parce que la science ne répond pas à la question du pourquoi, elle répond à la question du comment. Et nous, on a besoin aujourd'hui, c'est ça dont on parlait avec l'ouverture du ciel et de la dimension apocalyptique et sapientielle, on a besoin de répondre à la question du pourquoi. Pourquoi ça nous arrive tout ça? Vous voyez? Et ça, la science ne peut pas répondre à cette question. Mes camarades climatologues, moi-même comme économiste, mathématicien, on ne peut pas répondre à cette question. Cette question, c'est une question du sens global de ce qui nous advient dans la société. Et ceux qui répondent à ces questions-là, c'est les philosophes et les théologiens. Vous voyez? Alors les philosophes, on ne les écoute pas du tout assez, à mon avis, et les théologiens encore moins. Alors, la raison pour laquelle je crois qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui à réintroduire la théologie dans le débat public, la théologie politique, comme j'essaie de le faire de manière très modeste, c'est que, si vous voulez, pour construire les communs dont on a besoin, pensons à la santé. Prenons l'exemple de la santé. On a tous fait l'expérience que la santé d'une famille de Wuhan nous concerne tous. Que donc, la santé, c'est un réseau d'interdépendance mondiale aujourd'hui. On a aussi fait l'expérience que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas été écoutée. L'OMS avait fait des alertes à ce type de pandémie depuis des années,
Et nous, en France, nous brûlions des masques 3 mois avant le début de la pandémie. Donc, on n'a pas écouté. Donc, ça veut dire que la construction du droit international et des organisations des Nations Unies, telles qu'on les a pensées après 1945, ne marche plus. D'ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a rien dit sur la pandémie. On a eu quand même cette tragédie mondiale pendant 2 ans. Il n'y a pas eu une seule déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU. De même, sur l'Ukraine, les Nations Unies sont complètement bloquées, puisque la Russie fait partie du Conseil de sécurité. Donc, ça ne veut pas dire que les Nations Unies sont inutiles. Ça veut dire que ça ne suffit plus du tout que l'organisation de l'ordre, entre guillemets, mondial, tel qu'on l'avait pensé en 1945, ne suffit plus. Ce dont on a besoin, c'est d'un nouveau type d'institution internationale qui prenne soin de la santé comme un commun. Alors, heureusement, il y a un exemple de ça. Donc, ce n'est pas, comment dire, une utopie complètement irréalisable. Cet exemple s'appelle DNDi, et j'en parle dans le bouquin, Drugs for Neglected Disease Initiative, qui est une plateforme qui a été créée par des médecins français il y a plus d'une quinzaine d'années à Genève. Alors, je ne sais plus si c'est Médecins du Monde ou Médecins sans frontières, peut-être les deux d'ailleurs, voilà, qui s'occupe de produire des thérapies pour les maladies négligées par le secteur privé. Par exemple, l'hépatite C en Égypte, qui fait des ravages aujourd'hui, est distribuée par DNDi pour $300, alors qu'elle vaut 2000, enfin la thérapie contre l'hépatite C coûte entre 2000 et 3000 euros en Europe. Donc, c'est pas gratuit, mais c'est beaucoup bien meilleur marché et c'est presque accessible à tout le monde en Égypte. Comment est-ce qu'un tel miracle est possible ? Parce que DNDi a organisé en fait sa plateforme comme un lieu de conversation entre le secteur privé, Big Pharma, les États souverains, qui financent en partie, et les ONG de la société civile, notamment les ONG de développement et humanitaire ou médical, qui distribuent la thérapie. Et au lieu de concevoir ces 3 acteurs comme des acteurs qui sont en compétition et qui doivent lutter pour leur territoire, en fait, DNDi organise la collaboration entre ces 3 acteurs qui permet de faire ce qu'aucun des 3 n'est capable de faire tout seul. Le secteur privé ne le fera jamais, c'est pas rentable. Le secteur public a besoin du secteur privé pour le faire, et les deux ont besoin de la société civile pour identifier les maladies, les récipiendaires, etc. Et donc ça, c'est un type d'institution hybride qui n'est ni le marché pour les biens privés, ni la bureaucratie publique, ni simplement les ONG, mais qui est une collaboration entre les 3 qui permet de traiter la santé comme un commun. Puisque la santé comme un bien public, ça ne marche plus. Et la santé comme un bien privé, on sait aussi que ça ne marche pas. C'est-à-dire, si vous privatisez aujourd'hui la santé, au sens où vous dites, vous mettez un prix au vaccin, les pauvres ne pourront pas l'acheter, le virus va continuer de se multiplier, il y aura des mutations, et les mutants vont défier le vaccin qu'auront acheté les riches. Donc la privatisation de la santé ne marche pas non plus. Donc ce qu'il faut, c'est inventer ce type d'institution. Or, et c'est là que j'en arrive à la question religieuse, ou disons la question spirituelle, si vous voulez, c'est que ça demande une imagination créatrice, institutionnelle, qui a besoin de ressources spirituelles. Si vous voulez, l'imagination institutionnelle, c'est pas un truc qui tombe comme ça du ciel, ou alors ça tombe du ciel, si je puis dire, mais à cause de la grâce divine. Mais on a besoin de ressources spirituelles pour ça. Et donc ma thèse dans ce livre, c'est pas que le christianisme a le monopole de ces ressources-là, mais que le christianisme est l'une de ces ressources. Et l'encyclique Laudato Si, qui reste, à ma connaissance aujourd'hui, le meilleur document politique international sur l'écologie, en est la démonstration évidente. Laudato Si, Fratelli Tutti, l'encyclique suivante, et puis l'exhortation apostolique Querida Amazonia, sur l'Amazonie. Bon, aucun chef d'État, à part le pape, n'a été capable de produire des textes pareils. Voilà. Donc ça veut dire que le christianisme, et en particulier l'Église catholique, a son rôle à jouer comme ressource spirituelle pour inventer des communs et des institutions pour en prendre soin. Mais évidemment, je veux dire, la balle est aussi dans le camp des bouddhistes, des hindous, des musulmans, de la communauté juive, etc. Donc vous êtes sur le front de l'économie, de la politique. Vous avez été investi par la primaire populaire, vous avez été candidat, vous êtes très intéressé par la politique, vous avez été proche d'Arnaud Montebourg, vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. C'est des thématiques qui vous intéressent, vous vous exprimez régulièrement dessus, et vous êtes bien évidemment mathématicien, économiste. Vous avez différentes grilles de lecture. Et moi, j'aimerais vous poser cette dernière question. Avec toutes ces grilles de lecture que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous avez de l'espoir pour l'avenir proche ? Sachant que, en tant que modeste journaliste, j'en ai peu quand on regarde uniquement ce qui se passe. Est-ce que vous avez peut-être, via la religion, la sensation que ça va s'améliorer très prochainement ? Alors, la religion peut absolument pas donner cette sensation-là. C'est pas son boulot, d'ailleurs. Hein. C'est pas son rôle. C'est pas une espèce de sparadrap qui viendrait nous rassurer, quoi. Oui, moi, j'ai beaucoup d'espérance. Je vous donne un exemple très simple. Hein. C'est ce qui s'est passé au tout début de la pandémie. Printemps 2020,
nos hôpitaux font face à une vague de contamination qui est énorme. Et qu'est-ce qui s'est passé dans nos services d'urgence? Les médecins, les urgentistes, les infirmières, les aides-soignants ont envoyé valser toutes les contraintes bureaucratiques qui les empêchaient de travailler et ont mis en commun toutes les ressources de l'hôpital pour faire face à la vague. Alors, ils se sont vraiment battus comme des héros. Et pour avoir travaillé moi-même dans un hôpital comme aide-soignant, je témoigne que les infirmières et les aides-soignants d'aujourd'hui sont les héros du quotidien aujourd'hui. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recréé en fait un espace où on pouvait traiter la maladie comme un commun. Et ils ont fait ça avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, d'inventivité. Un tel a fait avec son imprimante 3D des masques et des respirateurs pour les gens, etc. Voilà. L'État était incapable de faire ça. Les entreprises privées n'ont jamais fait ça. Et d'ailleurs, par ailleurs, au passage, le secteur privé médical n'a absolument pas fait face à la même vague. Et nos cliniques privées étaient en partie vides, d'ailleurs, pendant que les gens se battaient pour sauver les malades dans les hôpitaux publics. Voilà. Et donc ça, cette inventivité-là, cette réactivité, cette générosité-là, moi, me rend plein d'espoir. C'est-à-dire, je sais qu'on est capable de ça. Et on est capable, malgré toute la pollution d'imaginaire néolibéral qui nous remplit le cerveau, de réinventer des communs quand il faut. Alors, malheureusement, on le fait quand on est sur le bord de la falaise et que c'est quasiment trop tard. Ce que j'appelle de mes vœux, mon souhait le plus, ce serait qu'on le fasse dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard ou qu'il soit presque trop tard. Voilà. Avant qu'on en arrive en France à la situation du Liban aujourd'hui, ce qui nous guette dans 20 ans si on continue de ne rien faire. Donc, je serais heureux qu'on ait cette inventivité-là et je pense que les chrétiens ont un rôle à jouer là-dedans. D'ailleurs, c'est ce que j'observe. Dans beaucoup d'institutions, ceux qui sont très inventifs, qui ont des idées, qui essaient de faire bouger le mammouth, si je puis dire, souvent, pas toujours, mais souvent sont les chrétiens. Écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gaël Giraud. Je rappelle que votre livre « Composer un monde en commun, une théologie politique de l'Anthropocène » est disponible aux éditions du Seuil. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'analyse de Gaël Giraud. Est-ce qu'il vous a convaincu? Que pensez-vous de la compatibilité entre économie et religion? Dites-moi aussi quel économiste vous voudriez voir ici sur le plateau de Blast la prochaine fois. Enfin, je vous rappelle que nous sommes un média complètement indépendant, donc n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr ou à partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup aussi. Et moi, je vous dis à bientôt.